Salue avec beaucoup de plaisir, c'est un cercle des managers de l'immobilier de rentrée, les quelques 600 participants qui sont avec nous, et peut-être même d'autres nous rejoindront-ils. Ça n'est pas sans raison, ce grand succès. On a choisi, dans les circonstances que traverse notre pays, politique, économique, de parler de ce qui est majeur pour notre filière, pour l'immobilier, pour le logement. C'est le projet de loi de finances initiale pour 2025, le projet de budget, qui a nécessairement pris du retard puisque nous n'avions pas, nous n'avons toujours pas, où on parle de gouvernement, on a un Premier ministre. L'annonce du gouvernement devrait intervenir dimanche et le travail que doit faire le gouvernement, en vue de donner une copie au Parlement, est devant nous. Et la situation du logement, on va tout à l'heure rappeler l'essentiel, mais qu'on parle de construction, de logements neufs, collectifs, privés, social, de maisons individuelles, qu'on parle aussi de transactions, qu'on parle de rénovation. Cette situation est d'une grande gravité historique et il est clair que l'action budgétaire aussi, même si ça ne récapitule pas l'action publique, l'action budgétaire est évidemment majeure. Les grandes organisations professionnelles attendent beaucoup de ce budget. Alors, ont-elles raison d'en attendre beaucoup? C'est toute la question des moyens aussi de notre pays aujourd'hui. Et ont-ils raison, ces professionnels, d'imaginer que l'Assemblée nationale, qui est issue des urnes après la dissolution, sans majorité donnée à quelques groupes que ce soit, ont raison de penser que elle peut être un lieu où vont se dégager des consensus sur une question telle que le logement. Alors, on a voulu, pour mesurer si dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, hein, je rappelle que le budget doit être voté avant la toute fin de l'année, on aura en effet un travail constructif de la part des grands blocs. Et je voudrais remercier les trois députés qui ont très spontanément, je tiens à le dire, hein, accepté de débattre entre eux et de parler à la filière professionnelle. Ils incarnent chacun l'un des blocs qui compte à l'Assemblée nationale. Alors, je les désigne, ils vont apparaître à l'écran par ordre alphabétique. Lionel Causse, il est député Renaissance des Landes, réélu. Il était déjà député et depuis deux mandats. Alors, il est ancien président du Conseil national de l'habitat. Les circonstances sont telles que la dissolution a emporté qu'il n'ait plus son mandat de président. Il est candidat pour être de nouveau nommé par l'Assemblée nationale comme membre du Conseil national de l'habitat. Et je peux bien le dire, candidat à sa succession de président. Mais il faut dire aujourd'hui qu'il est ancien président du Conseil national de l'habitat. Merci beaucoup, Lionel, d'être avec nous. Bon. Il n'apparaît pas. Enfin, il est avec nous, je vous rassure, mais il n'apparaît pas. Je remercie à sa suite Frédéric Falcon. Il est député Rassemblement national de l'Aude. Je peux bien dire d'ailleurs que son origine professionnelle, c'est l'immobilier, c'est le conseil en investissement. C'est un jeune député de la QV 2022. Il a été réélu, brillamment réélu, et comme Lionel Causse, c'est la caractéristique commune de nos trois invités parlementaires, il a fait le choix de se spécialiser, je dirais, sur les politiques publiques liées au logement, et c'est ce dossier qui lui a été prioritairement confié par son groupe à l'Assemblée nationale. Bonsoir Frédéric, bonsoir monsieur le député. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Alors, le troisième invité, ça valorise le cercle des managers, cette histoire. Stéphane Peu, il n'est pas immédiatement avec nous, il va nous rejoindre dès que possible à 17h et aux côtés de Fabien Roussel. Il était reçu, voilà,
titre de son groupe parlementaire et de son parti, et parti de gauche. Il était reçu par le Premier ministre. Il est en ce moment dans le bureau de Michel Barnier. Quand il sera disponible, peut-être après avoir également eu quelques mots avec la presse qui est présente, il viendra nous rejoindre. Il est, en ce qui le concerne, député de la gauche démocratique républicaine, c'est le nom de son groupe à l'Assemblée nationale. Il est député de Seine-Saint-Denis. Il est lui aussi un grand spécialiste de logement, vice-président de la Fédération nationale, notamment des offices publics de l'habitat, des offices publics HLM, mais c'est aussi un spécialiste de logement privé. Pour en savoir plus d'ailleurs sur nos trois invités parlementaires, je vous renvoie au site du Cercle des managers. Vous avez des biographies complètes. Vous pourrez savoir l'essentiel sur eux. Et enfin, je remercie un homme qui va jouer un rôle initial, même s'il pourra bien sûr revenir ensuite dans le débat, pour camper le décor. C'est Édouard de Kecker. Il est professeur d'économie urbaine à l'ESSEC Business School, bon, il a un regard expert sur le marché, le fonctionnement du marché, les dysfonctionnements du marché, et on a souhaité, avec le président du cercle qui va s'exprimer juste après moi, on a souhaité avoir, on va dire, une analyse objective et scientifique. Il est professeur d'économie et non pas des voies professionnelles. Vous savez qu'on donne évidemment la parole très souvent aux organisations professionnelles, aux responsables, mais on a voulu un autre regard qui ne soit pas sujet à polémique. Voilà. Donc c'est le choix qu'on a fait. Merci beaucoup. On peut peut-être voir apparaître Édouard et Lionel Cos parce que je ne les ai pas vus. Je ne sais pas si on les a vus à l'écran. Moi, je te vois bien, Henri. Bonsoir. Parfait. Merci beaucoup. Et Lionel, je ne l'ai pas vu quand je l'ai cité. Oui, 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 je suis bien Voilà. là. Et ça coupe régulièrement. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres coupures. Parfait. Je laisse la parole pour un mot d'accueil à notre président Benjamin Darmouni. Merci Henri, bonsoir à tous. Évidemment, tout le monde sait que la crise que nous vivons aujourd'hui est de pire en pire. Les agences ferment tous les jours. Des promoteurs aussi ferment aussi de plus en plus leurs portes parce qu'aujourd'hui, ils ont plus de marché. Et c'est effectivement très, très, très inquiétant. On attend, comme tout le monde, la nomination du gouvernement et surtout, on attend la place que sera faite au logement au travers de ce gouvernement. On rêve d'avoir un ministre d'État depuis le temps qu'on le demande, mais on s'interroge et je pense qu'on aura la réponse très bientôt. Ce cercle, c'est peut-être l'un des plus importants depuis sa création. Pourquoi? Parce qu'on a la chance, grâce à vous, de pouvoir anticiper les futurs débats au Parlement. Et en ça, je voudrais vous remercier au nom d'Henri, de moi-même et de tous les participants, parce que c'est pas toujours simple d'accepter de venir et de vouloir anticiper des débats et pour cela on tenait à vous remercier ainsi que monsieur le professeur. Voilà. Merci beaucoup Benjamin. Bon, Édouard, très légitimement, c'est à toi qu'on donne la parole prioritairement. Ton analyse sommaire, hein, on a tous ici, entre les participants, les intervenants, des spécialistes, et malheureusement, ils ont en tête un certain nombre de réalités sombres, quel que soit le métier qu'on regarde, mais tout de même une analyse sommaire de la situation de l'immobilier résidentiel, on va parler de logement bien sûr, avec l'objectivité de l'économiste du secteur. Est-ce que ce secteur, c'est une grande question, peut se passer de soutien budgétaire dans une période où l'argent public fait défaut? Est-ce que le risque de surfiscalisation qui pourrait toucher l'immobilier, Michel Barnier commence à
en avertir la nation. Est-ce que ce risque-là, l'immobilier peut le courir? Est-ce qu'on pourrait supporter une majoration de la fiscalité? Qu'est-ce qu'il faut penser aussi de cette réalité qui fait dire à Michel Barnier et à d'autres qu'il va falloir un budget de grande austérité parce que les marchés nous observent, la Commission de Bruxelles nous observe et que si on n'a pas la confiance des marchés, les taux d'intérêt vont augmenter. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour l'immobilier, évidemment. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on peut composer avec cette réalité? Quelles sont les mesures qui seraient souhaitables? Là encore, sans corporatisme, ça n'est pas ta place, tu ne défends pas une profession. Et avec quel rapport pour les finances publiques? Est-ce qu'on peut faire le pari de la croissance grâce au logement? Est-ce que c'est le moment? Voilà, je te lance là-dessus et ensuite on entrera dans le vif du débat politique. Merci beaucoup, Henri. Donc, bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais réfuter d'emblée le compliment d'objectivité parce que même si je n'ai pas d'affiliation partisane particulière, bon, j'ai toujours on a une certaine lecture des sujets comme tout le monde. La mienne est celle, effectivement, d'un professeur-chercheur, mais qui intervient beaucoup auprès de collectivités territoriales, donc sur des territoires très variés, auprès d'élus d'ailleurs eux-mêmes d'horizons politiques très variés, et auprès d'entreprises, effectivement, moins sur des questions de logement stricto sensu, mais sur des questions de développement territorial. Effectivement, la question du logement apparaît de manière aiguë aujourd'hui. Première chose, moi, je vais pas qualifier, je vais pas employer le terme de crise, non pas pour minimiser la gravité de la situation, évidemment, parce que tous les indicateurs sont au rouge. Je pense qu'on vit une aggravation un petit peu structurelle et continue. Mais bon, d'abord, on a usé et abusé sans doute du vocable de crise aussi, et on finit par dire voilà, la crise est partout, la crise est nulle part, etc. Mais pour une raison très simple, c'est que je pense qu'effectivement, par rapport aux autres crises qu'on a pu connaître depuis une trentaine d'années, je pense que l'après ne ressemblera pas à l'avant. Ce qui était alors que dans les crises précédentes, on était grosso modo revenu sur une situation comparable à l'avant pour des raisons qu'on pourra évoquer dans le débat. Alors, quelques éléments de diagnostic, vous les connaissez, mais je les partage quand même sur les indicateurs. D'abord, effectivement, le niveau de production est à l'étiage. On est à 283 000 logements produits en 2023. Il faut remonter à la fin des années 80, un niveau comparable à celui-là, à une époque où la France comptait 18 millions d'habitants en moins, hein, et à l'époque où le rythme, effectivement, donc des séparations, des mobilités professionnelles, l'immigration n'est pas comparable. Donc la demande et la pression n'étaient pas comparables. Donc ça, c'est la première chose. Cette crise de la production, elle touche tous les segments, hein, du logement locatif libre jusqu'aux logements les plus sociaux, hein, pour une raison également très simple, c'est qu'effectivement, les promoteurs sont également producteurs de logements sociaux et les bailleurs produisent, hein, la plupart des logements sociaux en VFA. Donc effectivement, c'est toute la chaîne de la production qui est affectée. On est à 80 000 logements autorisés, logements sociaux autorisés en 2024. On était à 105 000 en 2017. Donc évidemment, le niveau la chaîne de production sur le logement social se dégrade, alors même que la demande, hein, ne fait que croître. Du côté des achats, hein, et de la demande, à la louche, on a une chute à peu près de 45%, de 40%, enfin, à peu près de demande au moins sur le logement neuf. Et sur le secteur des investisseurs qui a été porté effectivement par le dispositif Pinel, qui est le dernier, alors vraisemblablement le dernier du genre, hein, une longue histoire qui a commencé dans les années 80. Du côté des investisseurs, on a une demande qui a été divisée globalement par deux et tout ça continue à se dégrader. Alors les taux d'intérêt, les banques recommencent petit à petit à prêter. Les taux ont un peu été corrigés, mais entre-temps, effectivement, on a une demande qui ne s'exprime plus. C'est quand même l'un des principaux problèmes selon moi. Donc la situation devrait petit à petit s'améliorer, mais il semble qu'elle continue à se dégrader. Enfin, sur le marché de la revente, on a à peu près une baisse de 25%, mais qui cache en fait des disparités territoriales importantes, hein. On estime sur le marché parisien que ces transactions ont chuté de 40 à 45% en volume. Sur les autres segments, à part le résidentiel, mais on ne va pas en parler, c'est effectivement très problématique sur le tertiaire pour d'autres raisons. Alors, c'est quoi les effets de ça? Je terminerai du coup par effectivement ouvrir le débat sur le caractère transpartisan et le débat sur la loi de finances. Mais avant, je voudrais juste insister sur les effets de ça. D'abord, sur les effets économiques. Moi, je travaille beaucoup pour des entreprises et je les interroge depuis pas mal d'années sur des territoires, des secteurs très variés, sur leurs besoins et les moteurs en matière de localisation des entreprises. On a vu monter en puissance depuis 10 ans le rôle des ressources humaines dans les choix de localisation des entreprises, que ce soit, hein, des ressources humaines de la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Dans l'ensemble, c'est vraiment ce que vont rechercher prioritairement les entreprises par rapport à il y a 10 ou 15 ans sur les ressources humaines. Et c'est moins d'ailleurs
les dispositifs de formation professionnelle qui nous font défaut, mais c'est vraiment aujourd'hui le logement est en train de devenir le premier frein à l'emploi des populations et ça touche tous les territoires. Les zones métropolitaines, les zones littorales, des zones dans lesquelles on a des velléités de réindustrialisation, mais il va bien falloir quand même produire des logements qui vont être associés à ces besoins-là. La CGPME estime qu'il y a 7 emplois sur 10 qui sont refusés pour des questions de logement. C'est l'appareil de formation qui est en difficulté parce qu'on pourrait disserter sur les difficultés de logement des étudiants et des apprentis. Quelques données, on a 175 000 logements Crous aujourd'hui à l'échelle nationale et on a 3 millions d'étudiants, une population qui a augmenté énormément depuis ces dernières décennies. Et donc on a un parc qui est capable de loger à peu près 6% du public étudiant, hein, qui lui est composé de 36% de boursiers. Je ne fais pas un dessin. Donc en fait, c'est l'ensemble du tissu productif au plan économique, hein, de formation derrière, qui est affecté. Évidemment, des enjeux en matière sociaux qui sont importants. Hein, le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre montre qu'on est à 4,2 millions de mal logés. C'est une situation record. On a des situations sociales qui sont extrêmement problématiques sur les territoires. C'est en train d'affecter effectivement même des situations. Je pense qu'il faudrait travailler la question que je suis persuadé que c'est en train d'affecter les projets de vie, y compris la natalité, hein, ce sujet. Le sujet des gilets jaunes, on en a beaucoup parlé sur le volet des mobilités, de carbone, c'était en fait aussi en grande partie un sujet de logement, etc., etc. Je ne veux pas être trop long, mais sur le plan économique comme sur le plan social, c'est une situation qui est effectivement délétère et le prix des logements libres est tel, évidemment, tous ces gens-là, cette chute de la production fait que la plupart de ces gens-là se retrouvent dans les fils du logement social. On a 2,6 millions de demandeurs de logements sociaux, encore une fois. C'est 2 fois plus. 7, je me permets d'interrompre parce que 2,7 le chiffre est tombé il y a 2 jours, l'USH l'a diffusé, 2,7 millions et les 100 000 de plus, nous les avons gagnés, si je puis dire, au cours des 6 derniers mois. Voilà. Voilà. Bah, écoute, merci. Donc 2,7 millions, c'est 2 fois plus qu'il y a 6 ou 7 ans. On insiste sur l'accélération. L'accélération. Et si on regarde le ratio entre les demandes de l'offre disponible de logement social et le nombre de demandes, on est passé de 33% en 2004 à 34% en 2013 et on est à 18% aujourd'hui. Donc le niveau de tension sur le logement social est extrême. Alors maintenant, je vais terminer cette introduction sur le plan de la vision politique. Moi, j'ai toujours été frappé, mais je suis loin d'être le seul, par le décalage qu'il y a. Alors, je sais que les députés ici présents sont impliqués sur cette question, donc ça ne va pas les surprendre, mais de manière générale, je trouve que par rapport à la centralité de cette question, hein, pour les concitoyens, pour nos concitoyens, leur vie économique, sociale, etc., je suis frappé du décalage entre cette place-là et la place qu'elle occupe dans les débats politiques. Hein. Ça fait, alors là, dans les dernières années, on a vu en 7 ans 5 ministres délégués au logement qui se sont succédés, dont 3 sur les 2 dernières années. On a effectivement continuellement, mais c'est de plus long terme, depuis 30 ans, eu tendance à techniciser purement ce sujet et à le déconnecter dans les appareils gouvernementaux successifs des autres aspects de l'immobilier économique, des infrastructures, etc. En fait, on n'a plus de vision d'aménagement du territoire en fait, hein, dans son ensemble, et souvent d'ailleurs avec des ministres qui étaient dans les 5 derniers, hein, dans les appareils gouvernementaux. Ce sujet a du mal à être porté. Les propositions du Conseil national de la refondation sur le logement ont été à peine présentées, ont été ignorées. Donc ce sujet n'est pas porté. Force est de constater que ces dernières années, il n'a pas été porté à la hauteur de ces enjeux. Il y a des questions à dire effectivement également localement. Hein, on sait que les plans locaux d'urbanisme sont utilisés à 60% de leur capacité en matière de densification, de surélévation, etc. Donc il y a aussi une crise de l'acte de construire, des sujets de concurrence entre territoires, de malthusianisme aussi de beaucoup d'élus, de rejet de la société, de l'acte de construire. Là-dessus, bon, tu as dit que j'étais objectif, j'ai une certaine vision des sujets. Je pense que la suppression de la taxe d'habitation est un des gestes de politique publique les plus stupides des dernières années, hein, comme ça c'est dit, je pense. On a tétanisé les maires par rapport à l'acte de construire, on les a désintéressés par rapport à l'acte de construire. Voilà. Donc je pense que là-dessus, je vais terminer là-dessus en disant que oui, je pense que ce sujet, pour les raisons que j'ai évoquées, doit être un sujet transpartisan. Alors je sais bien que tous les sujets, idéalement, sont des sujets transpartisans. Comme disait Orwell, il y a des animaux qui sont égaux, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Enfin, peut-être que celui-ci, à mon avis, est peut-être plus transpartisan que les autres. J'ai raison, et je le pense vraiment. Pour ça, et ce sera mon mot de la fin que je voudrais livrer au débat, je pense qu'il faut qu'on sorte effectivement du dogme sur ce sujet, hein, de l'austérité budgétaire. Hein. Le logement aujourd'hui, du point de vue du budget de l'État, c'est à peu près 35 milliards d'euros. On est parti il y a quelques années de sans doute 45-50 milliards d'euros. Hein. Je pense que dans la vision de l'actuel président de la République,
République et ministre de l'économie décisionnaire, je pense qu'il faudrait effectivement le baisser encore à 30 voire 25 milliards d'euros. Alors, ces 35 milliards d'euros, c'est à moitié des aides personnelles et à moitié des aides fiscales et financières. Je pense qu'il y a quand même une erreur majeure dans ce diagnostic, c'est que le logement est une politique qui rapporte de l'argent à l'État, en termes de TVA. Et que donc, sur ce sujet, on est pris dans un piège de baisse, effectivement, des dotations de l'aide à la construction, qui se traduit par un manque à gagner en termes de recettes fiscales. Dans des années, un logement, c'est à peu près 40 000 euros de TVA, et dans des années fastes en termes de construction, on est à peu près 5 milliards d'euros de TVA, et la chute des 25% de transactions a coûté à peu près 4 milliards d'euros en droits de mutation aux collectivités locales. Donc, au total, on a un manque à gagner, on a un piège, un dogme austéritaire et comptable, dont sur ce sujet, je pense qu'il faudrait véritablement sortir. La situation dont on sort, on pourra en parler dans le débat, n'était sans doute pas saine à bien des égards, mais tant qu'on n'a pas, tant qu'on ne s'est pas attaqué à ce cancer qui était la cherté du logement depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, ces dispositifs-là, aujourd'hui, de soutien pour les questions sociales et économiques, de soutien la filière, je ne vois pas comment à court terme on peut s'en passer. Toutes les mesures de simplification structurelle et normative ne vont pas produire les effets à la mesure et à court terme et à la mesure donc du coup des besoins. Donc je pense que là, dans l'urgence, il est nécessaire de maintenir un niveau d'aide publique. Je suis convaincu que sur ce sujet, le marché pur, ça ne fonctionne pas sur le sujet du logement. Et en Angleterre, aux États-Unis, on n'est pas des étatistes de premier plan, on en est effectivement convaincu. Les acteurs avec qui j'ai pu en discuter à Londres, à New York, sur le sujet du logement, même les libéraux s'accordent à dire qu'il faut un soutien public, en l'occurrence État et collectivités locales, soutenir la filière et produire du logement là où il y en a besoin. Voilà ce que je voulais dire pour livrer au débat. Donc, sujet transpartisan et sujet où, à mon avis, il y a des choses à réinventer, mais dans l'urgence, il faut arriver à maintenir des dispositifs dans une logique d'investissement et pas une logique comptable, d'aide publique à la filière pour des questions économiques, mais également évidemment sociales et sociétales. Voilà ce que je voulais livrer au départ. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Des félicitations, double félicitations. D'abord, tu n'étais pas hors sujet, tu as répondu à toutes les questions que j'avais évoquées et bien d'autres, à ta manière, objectivité ou pas. En tout cas, c'est le fruit de travaux que tu mènes depuis longtemps. Et deuxièmement, tu t'es contenté d'un format court. Normalement, les professeurs ont des formats beaucoup plus longs devant leurs étudiants. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu, Henri, j'ai fait ce que j'ai pu. Merci beaucoup d'avoir fait cet effort, tu l'as bien fait, et en laissant le temps nécessaire à nos parlementaires. Alors, Lionel Causse, c'est vers toi d'abord que je me tourne pour diverses raisons. Bon, tu es un député rescapé de ce qui a pu se passer. Beaucoup de tes collègues n'ont pas été réélus, et peut-être parce que certaines politiques publiques n'avaient pas donné satisfaction à l'opinion. En matière de logement, c'est très clair. Il y a d'ailleurs eu des repentirs exprimés de la part du président de la République, qui a dit on a négligé le logement des jeunes, de la part de Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie. Est-ce que ces repentirs de la part du parti qui était majoritaire, le parti présidentiel, augurent bien de ce qui va arriver, et est-ce qu'effectivement on va avoir une politique du logement plus puissante, avec du souffle, les caractéristiques qu'Edouard vient de décrire? Est-ce que tu es optimiste là-dessus? Est-ce que tu crois effectivement qu'il va falloir des accords transpartisans et qu'ils sont possibles? Je reprends l'expression, il y a des animaux plus égaux que d'autres. On a là un animal qui, d'évidence, intéresse très collectivement la nation. Voilà, ton regard sur le sujet et peut-être la méthode que tu imagines pour aboutir à ça avec tes collègues, et notamment les deux qui s'exprimeront après toi. Très bien, écoutez, bonjour, merci beaucoup Henri. Alors, ça fait beaucoup de questions là, donc on va les reprendre au fur et à mesure, parce que ça fait beaucoup de sujets. Bon, tout d'abord vous dire que je suis heureux d'être avec vous ce soir et de pouvoir échanger, et puis peut-être faire un point en effet sur le démarrage de cette nouvelle législature, et avec prochainement, dans les heures ou les jours qui viennent, plus probablement futur gouvernement avec un futur ministre du logement, et on espère que ce sera un ministre de plein exercice, pour répondre déjà sur
le poids et l'importance du logement, parce que ça le mérite, et je vous dirai pourquoi à mes yeux ça le mérite, et surtout un ministre qui pourra peser et travailler, non pas contre, mais avec Bercy, et avec, c'est bien en ayant, je dirais, deux jambes et non pas une seule jambe, et en étant raccroché à une jambe. Voilà, donc moi c'est un sujet de logement que je suis depuis longtemps, comme tous citoyens, parce qu'on est tous confrontés autour de nous, dans nos familles, dans nos amis. J'ai vécu encore plus lorsque j'étais maire, plus député depuis 2017. Et c'est vrai que je ne passe pas un jour sans que le mot logement, à plusieurs reprises, tourne autour de moi, ou sans que les habitants de ma commune et maintenant de ma circonscription viennent me voir pour me parler de leurs problèmes et de leurs difficultés. On est dans une situation qui est difficile, puisque nous avons de plus en plus de Françaises et de Français qui sont ou bien pas logés ou bien mal logés. Quand je dis mal logés, c'est-à-dire qu'ils ont des logements qui ne sont pas adaptés, essentiellement à leur situation financière, mais aussi à leur situation physique lorsqu'il y a des problèmes de handicap, ou pourquoi pas aussi sur des situations géographiques, lorsque le lieu de travail et le lieu de vie peut être plus ou moins distant du lieu dans lequel ils habitent, pour des raisons essentiellement du fait qu'il n'y a pas je dirais, cette vision globale dont parlait le professeur de Kecker, hein, qui est ces questions d'aménagement du territoire, avec, moi je dis souvent, pour être peut-être un peu plus sur terre à terre, je parle du triptyque logement, mobilité, emploi. Je pense que c'est un enjeu sur lequel nous n'avons pas encore défini le bon périmètre, en tout cas, de réflexion locale territoriale, et sur lequel, en tout cas, l'approche par les élus locaux est souvent insuffisante, et on voit en silo et non pas, je dirais, de façon complémentaire ces trois thématiques. Donc, résultat, aujourd'hui, bien sûr que la politique nationale est importante. Au niveau national, on doit donner, je dirais, une vision, un cap. Je suis tout à fait favorable à ce que la proposition de la sénatrice Dominique Assouline-Sassone d'un projet de loi de programmation sur le logement puisse être mis à l'ordre du jour du Parlement, du Sénat et de l'Assemblée. Pas pour aller forcément dans le détail de ce qu'il y a dedans, mais en tout cas pour donner des perspectives à moyen et long terme, c'est-à-dire inscrire des enjeux et dire en effet au niveau national ce que l'on attend et ce que l'on veut apporter comme politique publique sur le logement, parce que en effet une politique publique ça se définit aussi au niveau national, et c'est quand même la base je pense pour redonner confiance et rassurer les uns et les autres, avec l'objectif qui doit être quand même l'objectif définitif, c'est d'apporter des réponses aux Françaises et aux Français. Voilà. Donc, pourquoi je soutiens cette proposition, c'est parce qu'on a souvent le sentiment, et l'Assemblée nationale en est un très très bon exemple, qu'on a des approches ponctuelles en fonction effectivement de petits sujets qui sont pris souvent plus médiatiques d'ailleurs que des vraies réponses à la façon dont on les aborde et dont on légifère. Puis une succession de ce qu'on appelle les propositions de loi, hein, c'est-à-dire des propositions de loi qui arrivent des parlementaires. Je peux comprendre que chaque parlementaire a peut-être envie d'avoir des propositions de loi ou des lois à son nom, mais tout ceci n'apporte souvent pas de vision globale et en tout cas ne donne pas de stratégie sur les réponses que l'on doit avoir. Alors, je crois que ça a été évoqué, le chiffre a été donné, il me semble, les entretiens du Joseta, hein, je crois que rien que sur le logement, il y a déjà 11 PPL qui, ça fait presque un mois maintenant, étaient déjà déposés en 2 mois, donc c'est pour vous dire que c'est un sujet important, mais je crois qu'il va falloir qu'on arrive à organiser et à coordonner un petit peu toutes ces actions. Voilà, donc comment on fait pour avancer au sein de l'Assemblée nationale? Bon, moi je pense que bien sûr il faut travailler avec tous les députés de bonne volonté, tous les députés qui veulent s'investir sur ce sujet-là. Je crois qu'on a tous été fortement marqués par les retours qu'on a eus au sort d'une campagne. Certains, c'est la première, la deuxième, voire la troisième, voire plus. Mais c'est vrai que ce sujet, à chaque fois, est de plus en plus important et on ne peut pas rester indifférent. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a beaucoup de PPL qui sortent, parce que tout le monde a envie, bien sûr, de s'impliquer. Alors, identifier le logement comme un sujet majeur pour notre pays, c'est une chose, mais après, il faut qu'on arrive à coordonner tout ça. À l'avoir sous l'angle du logement, parce que c'est un enjeu, bien sûr, social. C'était bien expliqué, les enjeux du logement social en particulier, mais effectivement de pouvoir d'achat derrière. Quand on sait que le pouvoir d'achat est une des premières préoccupations des Françaises et Français, le logement est la première dépense contrainte, donc forcément, on ne peut pas être indifférent à ça. C'est un enjeu environnemental, puisque derrière, on sait qu'avec la trajectoire 2050 et des bâtiments bas carbone, il va falloir qu'on arrive à rénover et à construire un parc de logements qui sera donc plus récent et neuf, en respectant, je dirais,
des enjeux de construction et de rénovation. Donc tout ça, c'est toute une filière à développer et à mettre en place. Et je pense que c'est un objectif parce que, bien sûr, c'est notre environnement. Hein. Le logement, c'est 17 à 18%, je dirais, de la consommation d'énergie dans notre pays. Idem pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit que c'est quand même un sujet qui peut pas, sur lequel on peut pas rester différent. Et le troisième pilier, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure dans l'introduction par Benjamin, c'est tout l'enjeu économique. C'est une filière qui est importante. Nous avons de plus en plus d'entreprises qui aujourd'hui ferment ou déposent le bilan parce que derrière, nous sommes, je dirais, à zéro. Et donc la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation pour moi, je l'ai souvent dit, qui n'a pas été connue depuis la seconde guerre mondiale, puisque nous sommes dans une situation où tous les acteurs, toutes les, je dirais, les catégories de logements, que ce soit les sociaux, l'intermédiaire, le libre, l'accession, tout ce que l'on veut, tout est quasiment à l'arrêt, parce qu'effectivement, c'est un écosystème qui se tient, c'est un écosystème qui est lié, et qu'on a eu souvent des parties qui n'allaient pas très très bien. On pouvait relancer en relançant ou bien l'investissement, ou bien en relançant le social, etc. Là, tout le monde est en difficulté, et donc nous sommes dans une situation qui est en train de toucher, je dirais, le plus bas. Hein, voilà, mais bon, on dit ça depuis un petit moment, et on n'arrive pas à rebondir. Monsieur le député, je reviens sur la méthode. J'ai de très, très, très nombreuses questions. Est-ce que le centre de gravité de la politique du logement se déplace à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le poids déjà des parlementaires, avant de commencer à organiser un accord entre eux, va être majoré? Par ailleurs, est-ce que, question sur laquelle le professeur Kicker a pris position, est-ce qu'on va pouvoir faire le pari, on n'entend pas vraiment ça, de la relance, et non pas de la décroissance, mais de la relance, de la croissance par le logement? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que les députés, est-ce que vous allez pouvoir, surtout si vous poussez en mêlée, arracher les moyens nécessaires, ou est-ce qu'on va vers une réduction du budget du logement parce qu'il est important, hein, 37 milliards, et que 37, on peut encore en enlever, sans doute, selon certains. Alors, est-ce que, en effet, le rôle du Parlement va être plus important que les années passées? Moi, je l'espère, on le souhaite, parce que c'est vrai qu'on sort de deux PLF, un projet de loi de finances, sur lesquels, d'ailleurs, les députés avaient voté des mesures. Je pense à la suppression de la RLS, je pense, en effet, moi, j'ai ces amendements aussi sur je dirais, le PTZ, l'élargissement, etc. Donc, tout ça sont des choses qui ont pu être votées en commission, voire en début de séance. De façon consensuelle. Et de façon transpartisane, et qui ont été retoquées dans le cadre du 49.3. Donc, je ne sais pas ce que le futur gouvernement décidera, et en tout cas, si le principe du 49.3 restera, mais très probablement, soyons honnêtes, aujourd'hui, je ne vois pas de majorité pour voter un budget à l'Assemblée nationale, donc très probablement, nous repartirons sur le 49.3, ce qui veut dire qu'il va falloir un travail de fond et un travail avec le gouvernement qui soit aussi beaucoup plus, je dirais qu'on soit plus convaincant que nous l'avons été sur les 2 dernières années. Bien sûr qu'il faut qu'on travaille à l'Assemblée, on va travailler, je pense qu'on n'aura pas de difficulté à trouver des majorités sur certains amendements, en tout cas dans le cas du PLF, mais l'enjeu sera quand même de, je dirais, convaincre le gouvernement. Voilà. Et est-ce qu'on peut, aujourd'hui, est-ce que les amendements, tu as donné 2 exemples qui sont très bons exemples, je pense que Frédéric les reprendra aussi, élargissement du prêt à taux zéro, je crois que c'était 300 ou 350 députés de tous bords qui étaient favorables à ça, le 49.3 l'a balayé, suppression de la réduction du loyer de solidarité qui pénalise HM, il y avait un consensus aussi, ça n'a pas été possible. Mais derrière tout ça, il y a de l'argent. RLS, 1,2 milliard, le prêt à taux zéro, si on veut l'étendre, il faut peut-être rajouter 1 milliard ou 1,5 milliard, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut imaginer décemment qu'il y ait un pari sur des leviers de croissance? Là, j'en ai cité 2, mais on pourrait parler d'un dispositif fiscal de droit commun pour les investisseurs. Bref, tout ça ne se fait pas sans argent. C'est une illusion d'imaginer que le logement peut se passer de carburant. Non, mais il faut que tous les acteurs puissent redémarrer. Donc, oui, il faut quelque part un petit peu la carotte. Et c'est à l'État de montrer. Alors après, il y a des choix, on ne va pas aller partout. Bien sûr, quand il y a des difficultés budgétaires, et bon, il ne faut pas promettre tout et pour tout le monde. Mais en tout cas, il va falloir qu'on redonne des marges de manœuvre sur le plan financier, sachant qu'on l'a dit, on est à 37 milliards, 36-37 milliards de dépenses sur le logement. La quasi-moitié, ce sont les APL, ce sont des aides sociales pour l'accès au logement. Ce n'est pas un budget type logement. Donc déjà, si
on mettait ces aides sur le budget plutôt, je dirais, des aides sociales et non pas forcément la politique du logement, peut-être qu'on aurait des chiffres un peu plus crédibles. Et le reste, c'est quoi? Ce sont des taux de TVA réduits, c'est des queues de défiscalisation et c'est MaPrimeRénov'. Voilà, on est sur des choses dont aujourd'hui, on sait très bien qu'il y en a qui vont s'arrêter, tout ce qui est défiscalisation avec la fin du Pinel. MaPrimeRénov', on espère quand même maintenir des budgets importants, puisqu'on a quand même des trajectoires d'arriver jusqu'à 10 milliards pour aider les particuliers à rénover leur parc, parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même un enjeu important. Et derrière, des taux de TVA réduits qui sont aussi, je dirais, souvent indispensables, nécessaires. Et d'ailleurs, on a même des demandes sur le LLI, sur d'autres sujets, pour pouvoir aussi relancer la construction. Donc, il va falloir que l'on donne quelques marges de manœuvre de quelques milliards, sachant que derrière, les retombées sont énormes. 1 euro MaPrimeRénov', c'est 3 euros d'investissement. Là, on est à 36-37 milliards de dépenses sur le logement, c'est plus de 88 milliards de recettes pour tout le monde. Donc, j'espère d'ailleurs qu'il y aura une mission parlementaire qui nous permettra d'y voir plus clair sur l'impact pour l'État et les collectivités, et c'était évoqué par Edouard Kecker, mais qu'on aille vraiment dans le vif du sujet pour vraiment voir qu'à chaque fois qu'on enlève 1 ou 2 milliards sur le logement, derrière, on en perd plusieurs de recettes pour tout le monde, d'ailleurs, collectivités et État, et ces recettes en moins, c'est moins de politique, et bien sûr, public comme en place, et c'est moins de réponses pour les Françaises et les Français. Une question qui fait le lien direct avec les propos qui vont suivre, de Frédéric Falcon. Est-ce qu'il faut, elles sont posées dans le chat, est-ce qu'il faut lever le pied sur la transition environnementale, c'est-à-dire non pas tenir un cap qui coûte cher, tu viens de le dire, il faut un dispositif MaPrimeRénov' puissant parce que les propriétaires ne peuvent pas suivre autrement. Est-ce qu'il ne faut pas alléger les contraintes? On a entendu lors des législatives que dans le programme du Rassemblement national, il y avait ça. Il y avait ça et la filière professionnelle le demandait. Est-ce que c'est ton point de vue? Est-ce que c'est un sujet sur lequel il peut y avoir un consensus? Alors peut-être entre les deux, entre supprimer toute obligation de climat résilience et puis les assouplir, le zéro artificialisation nette, la mise aux normes du parc de copropriété notamment. Voilà, ton regard sur ce sujet qui, quand je lis le programme, n'est pas consensuel. C'est une question avec une gauche, oui, celle-là, avec une gauche notamment qui préférait accélérer. Stéphane Peu n'est pas avec nous, mais il pourra le dire. Et puis une droite et une extrême droite qui, pour partie, dit qu'il faudrait freiner. Non, mais moi je crois que quand on veut construire l'avenir, quand on veut avoir des trajectoires, c'est le sens de ce qui a été fait d'ailleurs sur la rénovation des bâtiments ou de la sobriété foncière, on a les trajectoires de 2050, c'est-à-dire qu'on doit construire la France de 2050. La France de 2050, c'est quoi? C'est une France dans laquelle nous aurons des bâtiments bas carbone. C'est une obligation, on ne peut pas faire autrement. C'est une France qui respectera ses espaces naturels, agricoles et forestiers, on ne peut pas faire autrement. Et on ne pourra pas basculer entre 2049 et 2050 du système actuel à cette France-là. Donc il faut construire cette trajectoire. Climat et résilience, c'est ça, c'est faire par des décennales sur la sobriété foncière, c'est faire à travers des mises à jour de DPE ou autres pour la rénovation, commencer à inscrire cette trajectoire. Cette trajectoire, il va falloir que le législateur, d'ailleurs on l'a fait, on a co-légiféré, je pense aux ânes, mais il faudra le refaire, parce que de toute façon, la deuxième décennale va démarrer en 2031. Il va déjà falloir qu'on regarde et qu'on regarde comment on va construire progressivement et comment on va accompagner les Françaises et les Français pour l'atteinte de ces objectifs qui sont, je le dis et je le redis, à atteindre. Si nous n'y arrivons pas, nous aurons des difficultés beaucoup plus importantes dans les années à venir. Donc, faire croire qu'on peut passer sur tout ça, moi, je n'y crois pas. En tout cas, ce n'est pas des choses que je partagerai et sur lesquelles je me baserai. Maintenant, dire qu'on peut l'améliorer, comment on accompagne, comment on essaie de faire mieux, oui, bien sûr. Comment on gère le problème des DPE pour qu'on ait… Le DPE, c'est aussi avoir l'état de son logement en temps réel. Et c'est important de savoir comment est son logement en temps réel. Le logement, c'est là où on vit, c'est là où on construit une famille, c'est là où on éduque des enfants, c'est là où on fait plein de choses. Et on voit bien que l'état du logement, ce qu'il est, ce qu'il fait, a un impact très important pour le bien-être des Françaises et des Français. Il y a des enjeux de santé, il y a des enjeux de plein de choses. Donc, avoir la connaissance de l'état de son logement, c'est quand même la moindre des choses. Donc, bien entendu, cette sorte de carte d'identité, on l'aura en 2050 sur tous les logements progressivement. Donc, il faut qu'on arrive à y arriver. Enfin, moi, je milite pour ça, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas à avoir des débats pour savoir comment on accompagne au mieux les Français, quels sont les moyens financiers qu'il faut mettre en place, comment on essaie de faire en sorte que cette trajectoire s'inscrive, je dirais, progressivement et qu'on arrive à faire de la conduite du changement. C'est ça que je pense qu'en tant que député, j'essaie d'accompagner la conduite du changement.
Mais faire croire qu'on peut tout stopper, tout arrêter, je crois qu'il faut qu'on fasse attention dans les débats et les discours que l'on a. Donc oui, ce sont des sujets sur lesquels peut-être nous sommes les moins en accord à l'Assemblée nationale, il y a d'autres sur lesquels on sera peut-être beaucoup plus en accord, mais il faut se dire les choses, voilà, il faut en discuter. Moi, je peux comprendre que sur les DPE, les Françaises et les Français, que les bailleurs privés aient des difficultés. Mais moi, je travaille avec l'NPI, je travaille avec tout le monde, on a fait des rapports au CNH, on rencontre beaucoup de gens. Il y a des solutions. On peut accompagner les Françaises et les Français, on peut trouver des choses et qui ne sont pas forcément que du législatif. Il peut y avoir aussi du réglementaire. Voilà, je préfère qu'on aille à la recherche de solutions plutôt que de tout stopper. Merci beaucoup. Frédéric Falcon, alors, Frédéric, le parti que tu représentes, la sensibilité que tu représentes, lors des dernières législatives, mais ça avait commencé avant, quand on est attentif, a mis le logement en bonne place. Il y a eu un vrai programme, des propositions. On ne peut pas dire que le RN n'ait pas pris les choses à cœur, avec notamment des mesures de relance. Alors, le regard aussi que porte ton groupe et ton parti sur ce balancement entre mettre de l'argent avec le risque de dégrader les finances publiques, je parlais de l'observation des marchés, est-ce qu'il faut économiser sur le budget, est-ce qu'il y a encore du gras ou faire des meilleures allocations? La question de l'augmentation des impôts, voilà, je ferai réagir aussi tout à l'heure Stéphane. Est-ce qu'elle est taboue? Est-ce qu'on peut augmenter les impôts, et notamment sur l'immobilier qui est très visé par la fiscalité? Et puis, une question de méthode. Aujourd'hui, le RN est très présent à l'Assemblée nationale. Son poids a encore été majoré avec l'élection anticipée. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec des partis et des groupes qui ne vous ont pas vraiment tendu la main jusqu'à présent? Il y a eu l'épisode aussi du deuxième tour des législatives où on a voulu faire barrage, mais vous êtes là, à l'Assemblée. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer en termes de méthode? Est-ce qu'il y a à craindre qu'on ne vous regarde pas comme on doit vous regarder, c'est-à-dire comme des contributeurs à la loi, quelle que soit votre origine politique? Merci, je vous remercie de me laisser la parole. Alors, avant de répondre à vos questions, je voulais quand même faire un petit tour d'horizon de l'évolution finalement de la situation qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas, selon nous, le fruit du hasard. Alors, effectivement, il y a des facteurs conjoncturels, il y a eu la remontée des taux, il y a eu l'inflation sur les matières premières, etc. Mais pour nous, il y a quand même des conséquences idéologiques liées à des politiques qui sont menées depuis quelques années. Et selon nous, la situation s'est aggravée doucement, jusqu'à ce qu'elle atteigne le point un petit peu son point de paroxysme qu'on connaît aujourd'hui. Depuis surtout, on va dire, la fin des années Sarkozy. C'est-à-dire que, je dis pas ça parce que je suis un ancien de l'UMP, mais c'est vrai que sous l'ère Sarkozy, il y a eu quand même pas mal de dispositifs qui étaient mis en place pour encourager l'accession à la propriété. C'est vrai que à droite, traditionnellement, l'accession à la propriété, c'est un fort thème programmatique. Et on le voit d'ailleurs, j'ai l'évolution du budget du logement depuis les années 90. On est monté très haut, monsieur le professeur le rappelait, sous l'ère Sarkozy, puis on a eu un palier sous Hollande, et enfin en 2017, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, on a commencé à avoir une chute du budget de la politique du logement, qui est devenue une sorte de variable d'ajustement budgétaire, parce que là, clairement, Emmanuel Macron a pris des choix idéologiques, c'est-à-dire qu'il considérait que l'immobilier, ça ne crée pas d'emploi, c'est ce qu'il disait en 2017, et il a commencé à orienter l'investissement prioritairement vers les valeurs mobilières au détriment des valeurs immobilières, dans l'esprit, selon lui, de relancer la croissance, parce que la Startup Nation se fonde essentiellement sur des placements financiers. L'immobilier, finalement, c'est un peu poussiéreux. Il a juste un peu oublié que c'est quand même un secteur qui est fondamental. C'est 2 300 000 emplois, 11% du PIB. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais c'est un secteur qui est fondamental dans l'économie de notre pays et qui produit des logements. C'est-à-dire que nous, on fait le distinguo entre une crise du logement et une crise de l'immobilier. On peut avoir un mauvais cycle immobilier. J'ai été agent immobilier, je sais ce que c'est. Il y a des bonnes années, de moins bonnes années, sans forcément avoir une crise du logement. Dans les années 90, il y a eu une baisse des prix, une crise immobilière qui a été lente, de 92 à 97, mais on n'était pas forcément dans la situation qu'on connaît aujourd'hui.
Et Monsieur De Kecker a rapporté les chiffres qui sont très justes. Effectivement, 280 000 aujourd'hui logements neufs livrés, mais c'est comme en 92, sauf qu'on avait 15 ou 18 millions d'habitants en moins, avec un flux migratoire aussi qui était moindre, qui renforce la pression sur la crise du logement, notamment dans les grandes métropoles, parce que ces flux migratoires, ils arrivent bien sûr dans les grandes villes. Donc on a cette vision-là, et une dégradation également, une absence de vision en termes d'aménagement du territoire. Pour nous, c'est un axe qui est très important. La data a été supprimée en 2014 sous Hollande, et puis plus de ministre du logement de plein exercice depuis 2017. Donc ça a l'air de rien tout ça, mais c'est finalement la conséquence de choix idéologiques qui ont infusé lentement dans le temps et qui nous emmènent à la situation qu'on connaît aujourd'hui, qui s'est révélée finalement que la remontée des taux de 2022. Pendant la présidentielle de 2022, on a très peu parlé du logement. Quel que soit le parti, d'ailleurs, mon parti, Marine Le Pen, a assez peu abordé le sujet du logement, comme tous les autres candidats. Peut-être qu'il y avait une exception côté gauche et côté communiste avec le logement social, mais c'est un thème qui s'est imposé avec la remontée des taux il y a 2 ans. Tout ça pour vous dire que, partant de ce postulat, on s'inquiète, nous, déjà de ces coupes budgétaires qui ne cessent de s'aggraver année après année. Donc, le premier objectif pour nous, ça sera de contrer ces tentations de baisser le budget du logement. Le deuxième axe, et on est un petit peu inquiet suite aux déclarations qui ont été faites tout à l'heure, cet après-midi, par le Premier ministre, d'augmenter les impôts. On sait que 60% du patrimoine des Français est constitué d'immobilier, donc ça représente quand même 8 000 ou 8 500 milliards d'euros, c'est 3 fois le PIB, 3 fois la dette, donc on voit un peu la tentative des pouvoirs publics de finalement ponctionner un petit peu plus cet actif, donc ça nous inquiète et on s'y opposera fermement. Et en parallèle, il y a également une inflation réglementaire, et c'est ce que vous disiez, pour faire la transition avec ce que disait mon collègue, qui commence sérieusement à nous poser de graves difficultés. Et si on ne pourra pas forcément faire des miracles côté budgétaire, parce que c'est vrai qu'il faut peut-être revoir aussi la philosophie de la politique budgétaire du logement, qui dope un peu le secteur à coût de milliards d'euros. En période de disette budgétaire, ça sera peut-être compliqué de promettre au secteur qu'on va injecter des milliards et des milliards d'euros. Déjà, si on arrive à sanctuariser ce budget, ça sera, je pense, un exploit. Mais on ne peut pas non plus promettre, en toute responsabilité, quel que soit le parti d'ailleurs, au secteur qu'on va injecter des milliards et des milliards. On va essayer de sanctuariser, par exemple, le Pinel, un certain nombre de niches qui seront attaquées, à mon avis. Le déficit foncier, tout un tas de dispositifs qui sont absolument centraux pour soutenir le secteur. Mais bon, on ne va pas pouvoir vendre un super dispositif, à mon avis. Et là où effectivement on aura sans doute un gros point de désaccord avec les 2 autres blocs, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on raisonne, il y a 3 blocs à l'Assemblée nationale, c'est sur le côté réglementaire. Il y a une inflation réglementaire depuis un certain nombre d'années sur fond d'écologie, sur fond de normes énergétiques qui sont intenables, et on n'est pas opposé à l'amélioration du quotidien des Français, du confort, de la baisse de la production de CO2, mais on pense que là, on a atteint vraiment un sommet. On pense que la France aujourd'hui n'est plus capable de supporter les normes qu'elle s'impose, normes que d'ailleurs peu de pays s'imposent. Et donc, partant de ce postulat, je vais peut-être en faire hurler certains, et peut-être mon collègue de l'ex-majorité, on est prêt à y aller à la hache. On est prêt à supprimer les contraintes liées au DPE, on est prêt à imposer un moratoire sur la RE 2020, qu'on n'aille pas plus loin dans les objectifs qui sont difficilement atteignables, on est prêt à revoir le ZAN, pas le supprimer mais à l'aménager. ZAN qui, par ailleurs, ampute également la France de sa croissance, parce que les entreprises aussi ont du mal à se développer. On parle de l'immobilier résidentiel, mais il y a également l'aspect développement économique. On est prêt à mettre fin à tout cela, à cette sur-réglementation qui est en train d'asphyxier complètement notre pays et qui plus est le monde de l'immobilier. Pourquoi pas également revoir l'équilibre entre bailleurs et propriétaires. Enfin, vous voyez, pour qu'une espèce de choc, un signal fort envoyé au secteur qui, certes, ne pourra pas forcément bénéficier de largesse budgétaire, mais pourra au moins comprendre qu'on est derrière, on l'accompagne et que finalement tous les errements qu'on a connus ces dernières années seront un peu balayés. Donc ça, c'est vrai que, et ça, j'ajoute que ça ne coûte pas 1 euro au budget quand même. Voilà. Le levier réglementaire, c'est un levier qui ne coûte pas 1 euro au budget de l'État.
Ce qui nous a fait un petit peu avancer sur ce point, c'est qu'on commence à avoir un certain nombre d'études sur la rénovation énergétique, notamment dans l'ancien, qui nous prouvent que finalement, les bénéfices ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait en termes de performance, en termes d'amélioration, en tout cas dans la durée. Donc il y a des études qui sont contradictoires, hein, elles ne sont pas toutes sur la même, elles donnent pas toutes les mêmes résultats, mais on se rend compte que finalement les milliards qui sont injectés pour la rénovation énergétique, c'est bien. En théorie, ça améliore le confort et la consommation d'énergie des Français, mais on est très très loin des objectifs qui étaient affichés initialement. Donc on est pour un retour, un principe de réalité finalement. Est-ce qu'on continue à financer des choses qui sont des dispositifs de rénovation qui sont efficients? Voilà. Dans ces dispositifs, est-ce qu'on ne peut pas rentrer un petit peu dans le détail, voir s'il y a des travaux qui sont plus efficients que d'autres et les prioriser éventuellement, vous voyez? Donc on est vraiment là-dessus sur une approche pragmatique, gestionnaire de bons pères de famille, de l'argent public, de financer ce qui fonctionne et de financer moins ce qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vrai que le côté normatif, c'est un petit peu notre spécificité. Et on a également un autre débat, une autre réflexion, c'est comment on met fin à cette inflation des coûts de la construction, qui ne cesse d'augmenter, et après lesquels on court finalement. Les coûts de construction ne cessent d'augmenter, donc on met en place des dispositifs qui augmentent peut-être aussi, qui participent à accroître l'inflation des coûts de construction. Mais là, j'ai pris l'indice ICC, on a pris encore 7% cette année. Quand vous prenez la courbe, on était sur une relative stabilité jusqu'en 2014, et puis après, on est sur une hausse continue. Il y a eu certes la crise du Covid, certes l'inflation sur les matières premières et l'énergie, mais on voudrait vraiment travailler là-dessus parce qu'on veut produire à un coût abordable des maisons, enfin des logements pour les Français. Est-ce que j'intercale une question? Est-ce qu'il est imaginable que des mesures autoritaires pour faire baisser le coût de la construction, c'est vrai que c'est un cancer, soient prises sur le foncier? Alors aujourd'hui, on connaît des mécanismes d'encadrement, et je voudrais aussi te regarder là-dessus, des loyers, hein, qui ne plaisent pas aux bailleurs, aux investisseurs. Est-ce qu'il faut rester sur cette tendance-là? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à encadrer le foncier? Alors, il y a deux choses, hein. Là, vous parlez des loyers, l'encadrement Je des parle de loyers. aussi des terrains. Je veux dire des mesures autoritaires pour mettre un couvercle sur ce Si qui. vous voulez, on est pragmatique, c'est-à-dire que bon, il y a un marché, il y a l'offre et la demande, donc bon, on ne veut pas non plus imposer des mesures soviétiques. On est pour une forme d'équilibre. Après, remettre en cause l'encadrement des loyers qui a été mis en place dans les grandes villes, c'est un sujet qui est délicat. Ça fait débat chez nous, hein, je ne vous cache pas. On a un programme logement immobilier qui est en cours de construction. On débat entre nous, d'autant que cette actualité, elle progresse énormément. C'est-à-dire que voilà, il y a la remontée des taux. Il y a des dispositifs qui fonctionnent mal. Donc, on ne veut pas non plus se lancer dans des mesures catalogues D'accord. avec une feuille en expliquant que voilà, on a la solution à tous les problèmes. On a vraiment une réflexion globale, notamment sur l'aménagement du territoire. Et là, on est sur un temps long. On n'est pas sur des résultats sur un quinquennat. On est sur 10, 20, 30 ans. Le général de Gaulle, il avait une vision de la France sur 50 ans. Et par exemple, relancer une politique d'aménagement du territoire efficace sans forcément aller aussi loin que ce qui a été fait par le passé, parce que c'est vrai qu'on n'est plus dans les années 60 ou 70. Hein. Chez moi, j'ai eu la mission Racine qui était formidable. On a construit en 3 ans ou 4 ans des stations balnéaires sur la côte Languedocienne. Aujourd'hui, c'est impossible. Il faut 10 ou 15 ans avec toutes les normes qui sont imposées, même si on voulait les élaguer, c'est pas possible parce qu'il y a des études, il y a l'environnement, voilà. Donc, on est sur une réflexion longue, profonde. On est prêt à se remettre en question si jamais il y a des choses, des pistes sur lesquelles on s'est engouffré et qui finalement ne sont pas efficaces. On n'est pas du tout dans l'idéologie. C'est peut-être ce qui nous différencie des autres formations politiques. On veut simplement que le secteur, l'industrie immobilière reparte et que les Français puissent se loger et que le niveau des normes qui est imposé aujourd'hui soit acceptable, raisonnable, avec un calendrier qui soit acceptable. Parce qu'aujourd'hui, avec la loi climat et résilience, les délais en termes de travaux et de mise en conformité et mise aux normes ont été quand même extrêmement courts. Je veux dire, ça a été voté en plein Covid, des gens n'ont rien vu venir, et en sortant du Covid, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus forcément louer un bien, ils étaient astreints des normes qui étaient assez contraignantes, avec en plus en parallèle l'inflation sur les matières premières. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire tout le film, mais on est dans une logique pragmatique. Et si on prend un chemin qui n'est pas le bon, on est prêt à revenir en arrière et à admettre que finalement, l'hypothèse de départ, notre analyse n'était pas forcément la bonne.
Alors, cela dit, moi, à écouter ce qui vient d'être dit, je vois aussi des points d'accord. Hein. Quand vous nous dites on est prêt à déchirer la copie, en fait, il y a des mots comme l'assouplissement, le rallongement des calendriers, etc., que j'entends, sur lesquels je n'ai pas entendu de choses très différentes de la part de Lionel Causse. Le pragmatisme Alors, pourrait s'imposer. après, sur le microcosme de l'Assemblée nationale, avec les jeux politiques, nous, bon, on fera des propositions, notamment dans le cadre de notre niche parlementaire qui arrive fin du mois, mais on se fait on se fait guère d'illusions. On est très réaliste sur l'écosystème politique actuel. En revanche, on soutiendra tout ce qui ira dans le bon sens, mais on ne s'attend pas à grand-chose, pour tout vous dire. Je ne veux pas envoyer un message de pessimiste à l'égard des auditeurs, des gens qui nous écoutent. Certes, on va avoir un gouvernement LR qui sera peut-être un petit peu plus sensibilisé, enfin, couleur LR qui sera peut-être un petit peu plus sensibilisé à la politique du logement, parce que ça a toujours été un sujet fort, hein, notamment l'accession à la propriété. Il y aura peut-être des signaux qui seront envoyés là-dessus. Et pour avoir discuté avec mes collègues LR qui vont sans doute constituer l'essentiel du gouvernement de demain, bon, ça reste, à notre sens, quand même assez tiède, notamment sur le côté normatif. Voilà, on pense, nous, que la crise qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'occasion de mettre sur la table un certain nombre de choses et de réformes, notamment sur la bureaucratisation, enfin, le coût de ces normes et le coût de la suradministration, vous voyez. Et là, c'est plutôt un discours libéral qu'on tient. On nous accuse souvent d'être un peu voilà, socialisant, socialiste, et finalement, on se rend compte qu'on a le discours le plus libéral en matière de logement à l'Assemblée nationale, ce qui me fait assez rire. Et il y a également le volet logement social, mais ça sera un petit peu plus long. Donc pour nous, c'est une composante essentielle de la politique du logement. On veut redonner ces lettres de noblesse au logement social parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus construire de logements sociaux parce que logement social égale problème, égale immigration, égale ennui. Donc nous, bon, il y a effectivement cette mesure phare qui est la priorité nationale, mais qui ne va pas résoudre à elle toute seule hein, la crise du logement, et qui demande une réforme constitutionnelle. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais en attendant, on peut remettre de l'ordre dans le logement social. On peut rétablir l'ordre et revaloriser l'image du logement social pour que les communes, demain, soient plus enclines à construire du social, sans forcément remettre en cause la loi SRU. Dans le projet de loi Casbarian, alors feu le projet de loi Casbarian, mais il y avait des mesures relatives au fonctionnement des HLM. Vous les approuvez? Oui, on aurait voté pour. On avait reçu le projet avant la dissolution. Ça n'allait pas assez loin pour nous, mais on aurait soutenu le texte sans difficulté. On l'aurait Notamment voté. mise en question, je le rappelle, hein, Mmh. du droit à vie, hein, un logement HLM, c'était l'une des mesures phares. Est-ce qu'il y a des lieux où ces accords peuvent se former peut-être de manière informelle? Alors, je pense que notre cercle peut en être un. Là, vous échangez de manière très sereine hein, et très courtoise. Le groupe de travail sur le logement à l'Assemblée nationale, il a été évoqué d'ailleurs, mais je demanderai à Lionel Causse d'y réagir, par Anaïg Lemer, qui disait, mais elle parlait d'un groupe dans lequel ces échanges sur le logement pourraient être favorisés. Ce groupe sur le logement, il fonctionne. Vous en êtes membre. Qu'est-ce que ça représente, ces groupes thématiques? Et il y en a un sur le logement. Oui, c'est ce que nous appelons les groupes d'études à l'Assemblée nationale. Ce sont des groupes qui sont validés en début ou en cours de mandature par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, il y avait un groupe d'études sur le logement et l'éco-construction qui était présidé par notre collègue Martinet, qui n'a pas été réélu pour la France insoumise. Je crois que tous les deux nous étions, et d'autres parlementaires. Ce sont des groupes d'études qui ont justement la chance de pouvoir avoir comme membres uniquement des députés qui souhaitent y adhérer, et de pouvoir donc auditionner, mener des actions. Et c'est le groupe qui définit les sujets sur lesquels il souhaite travailler. Donc, moi, ça, je pense qu'il faut le redémarrer. J'en ai fait la demande. D'autres députés ont fait la demande à la présidente de l'Assemblée nationale. Je souhaite qu'il y ait ce groupe d'études qui puisse redémarrer dans les jours, dans les semaines qui viennent, dès que le bureau de l'Assemblée nationale l'aura validé. Et il y aura un nouveau président ou une nouvelle présidente. Et bien sûr, je pense qu'il faut le maintenir et l'acter parce que c'est la seule structure officielle qui puisse exister aujourd'hui. Après, il peut y avoir des groupes informels sur des missions d'information, sur des rapports à faire, sur des projets budgétaires, les amendements dont
d'autres députés les avaient déposés aussi. Hein. Une question, ça fera le lien avec l'arrivée de Stéphane Peu. Je tiens à le dire, je lui donne la parole dans 30 secondes. Il a été membre du Conseil national de l'habitat, représentant les offices publics de l'habitat, HLM. Il est vice-président de cette famille HLM. Lionel, tu as présidé le CNH. Est-ce que le CNH est un lieu où des consensus aussi peuvent se former? Alors, il y a un représentant de l'Assemblée, il y a un représentant du Sénat, mais on peut imaginer élargir cette participation. Est-ce que c'est un lieu de consensus, de formation d'idées communes? C'est un lieu formidable. C'est un lieu où il y a aujourd'hui 80 membres, 80 acteurs et professionnels du logement qui vont, je dirais, on y retrouve des associations, protection des propriétaires ou des locataires éventuellement, des associations investies comme le Grand Logement sur les sujets de logement, donc on retrouve les banques, les assurances, toute la profession de la construction, FFB, CAPEB, FPI, enfin voilà. Donc il y a énormément, plus des personnalités qualifiées. Donc déjà, c'est le seul endroit où je pense que tous ces acteurs peuvent se retrouver de façon assez régulière. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité il y a 2 ans pendant la présidence que ce CNH puisse aussi être force de proposition, de réflexion et de proposition. Et donc le CNH a déjà émis 5 rapports qui sont consensuels sur des sujets importants, tels que les zonages, tels que effectivement le statut du bailleur privé, etc. Donc tous les rapports, moi j'ai souhaité comme ça en tant que président, prochain fera ce qu'il veut. Il pourra ne pas vouloir, je dirais, travailler sur des sujets ou ne pas les faire de façon consensuelle. Enfin, en tout cas, nous, la règle qui a toujours été respectée et mise en œuvre, c'est que les rapports sont validés par l'ensemble des membres du CNH. Et si certains veulent rajouter en annexe des propositions complémentaires qui ne sont pas consensuelles, elles peuvent le faire. Et sur les 5 rapports en cours, puisqu'il y en a 5 nouveaux en cours qui devraient se rendre cet automne, être rendus cet automne. À chaque fois, ça se passe très, très bien et on voit que ce sujet est aussi au niveau des professionnels du logement un sujet sur lequel on peut trouver des consensus. Merci beaucoup. Stéphane Peu nous a rejoint. Stéphane, je te salue et je te remercie beaucoup. Tout le monde est au courant des raisons pour lesquelles tu n'étais pas avec nous au début. Donc, si il t'a été dit que tu serais ministre du Logement, et la gentillesse de nous le dire, qu'on ne soit pas les derniers avertis. Et pour le reste, écoute, au-delà d'une présentation de la situation du secteur et des grands enjeux par le professeur d'économie urbaine qui est avec nous, tes 2 collègues sont intervenus en désignant leurs priorités. Des grandes questions, est-ce qu'on risque de devoir tailler dans le budget du logement? Est-ce qu'il faut remettre de l'argent dans le budget du logement, miser sur la relance par ce secteur? Quid d'un risque que la fiscalité augmente et pèse davantage sur le logement? Tout ça a été dit. Est-ce qu'il y a des mesures non budgétaires qui pourraient relancer la machine? Alors, il vient d'être évoqué par ton collègue du RN, revoir les rapports locatifs, peut-être pas dans le sens que tu peux imaginer toi. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il n'y aura jamais de consensus? Qu'est-ce qu'il en est de la rénovation énergétique aussi? On voit que c'est un sujet pour les ménages qui peinent à s'engager dans cette rénovation. Est-ce qu'il faut l'alléger? Est-ce qu'il faut revoir climat résilience? Voilà. Et tous les sujets que tu veux bien aborder. Je rappelle que tu es député de Seine-Saint-Denis, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que tu es né à Pau. Voilà, comprenne qui pourra. Voilà. Qui est au sud des Landes, Pau, je tiens à le dire. Donc, est-ce que tu es ministre du Logement, Stéphane? Est-ce que tu es ministre du Logement potentiel là? Bon, alors je ne sais pas si je vais rassurer certains mais enfin, non. Il y aura un ministre du Logement, nous a dit le Premier ministre. Bon, c'est pas une information considérable, mais enfin, tout ça pour dire que quand même, lors de cet entretien, puisque moi je fais partie d'un groupe politique qui est un groupe attaché à l'esprit et à la lettre du républicanisme, et donc nous discutons par principe, toujours. Et donc nous avons été reçus, on est le premier groupe de gauche à être reçu par le Premier ministre cet après-midi. Bon, je ne vais pas... voilà, enfin... Ce que je peux dire ici, c'est que de tous les sujets que nous avons abordé la question du logement sous 2 angles principalement. C'est quand il y a derrière la baisse de la production de logements, la baisse des ventes, la baisse
de la construction, soit en social, soit en accession privée, il y a une crise sociale qui s'accentue, en raison aussi de la cherté du logement, une crise sociale qui est aussi une crise économique et la crise d'une filière. Crise économique parce qu'on a tous à l'esprit les chiffres que nous ont donnés à longueur de documents de la Fédération française du bâtiment, entre autres, pour nous dire qu'il peut y avoir, dans une échéance assez brève, 130 à 150 000 emplois dans le pays qui soient menacés par l'atonie du secteur de l'immobilier, que ce soit la rénovation ou la construction neuve. Je ne parle pas des promoteurs de maisons individuelles qui sont en grande difficulté, des promoteurs aussi, des bailleurs sociaux. Et donc il y a une accumulation de difficultés, de non-décisions qui font qu'aujourd'hui se dessine dans cet environnement qui est celui du logement, une crise sociale et une crise économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que on a souvent envisagé le logement comme étant un coût, mais le logement, c'est aussi, en tout cas, un secteur dynamique de l'immobilier et du logement, c'est aussi des recettes, et qu'aujourd'hui, quand on analyse le déficit de la France, un certain nombre d'économistes, tout ça reste à être précisé, mais un certain nombre d'économistes parlent qu'entre la baisse de la production, toute catégorie de logements confondus, la baisse des rénovations, la baisse des transactions, j'allais y venir, la baisse des transactions, tout ça pèserait environ pour 15 milliards dans l'accroissement du déficit public. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes dans la salle qui écoutent, qui peuvent confirmer ou infirmer ce chiffre. Je vais, moi, pour ce qui me concerne, dans la perspective de la loi de finances, essayer de travailler un peu plus précisément à ce chiffre, mais on voit que, à force de considérer le logement toujours comme un coût et jamais comme un secteur économique qui rapporte, bon, vous connaissez tous le chiffre, on dit que le logement, tout confondu, ça pesait 40 milliards dans les comptes de la nation, que ça a remporté 85 à 90 milliards. Ton collègue Poste vient de le rappeler, donc vous êtes déjà d'accord sur ce Ah, pardon, bon, voilà. Tout ça pour dire que, bon, donc je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit avant, mais tout ça pour dire que j'ai essayé, dans ce dialogue avec le Premier ministre, aussi de le convaincre d'une autre chose, c'est que je suis persuadé que dans une Assemblée nationale aussi disparate, aussi éclatée, sans majorité d'aucun des côtés de l'Assemblée nationale, je suis pour ma part intimement persuadé que sur le sujet du logement, nous pouvons dégager des consensus et dégager des lois majoritaires. Alors bien sûr, on peut les uns et les autres énumérer tous les sujets de dissensus, et il y en a sur les questions du logement, mais on peut aussi essayer de faire l'effort de faire converger nos points de vue et d'essayer de faire passer des lois dans cette Assemblée nationale très composite, de faire passer des lois. Je suis... bon, là, j'ai déposé d'ailleurs une loi transpartisane, puisque Lionel Cos, qui a parlé avant, a signé ma proposition, des députés du MoDem également, des députés... J'ai essayé de faire une proposition pour 6 mesures d'urgence pour le logement. Déposé le 22 juillet dernier, hein, c'est très récent. Voilà. Alors, déposé, bon, comme on n'a pas de recevabilité, elle n'est pas encore visible sur le site de l'Assemblée, mais enfin, elle a été déposée. 6 mesures très simples, hein, qui sont le résultat d'une mission d'information que j'ai conduite avec un député du MoDem, Michael Cosson, avec également Jean-Paul Mattei, le président du groupe MoDem, où nous avons fait 35 propositions ensemble, consensuelles, sur le sujet. Et donc, on a pris là-dedans 6 propositions, 3 qui concernent la relance de la production de logements HLM, de logements sociaux, parce qu'il y en a besoin, et pas seulement pour les étudiants, et pas seulement pour les gens les plus en difficulté sociale, mais aussi pour un tas de salariés. Voilà, on ne peut pas dire d'un côté, il y a une spicardisation de la France. On est passé en l'espace de 5 ans
de 11 à 18% de salariés au SMIC dans notre pays et ne pas considérer que la question du coût du logement et donc d'avoir des loyers abordables, au moins pour démarrer sa vie, ce n'est pas un sujet. Donc, 3 mesures pour relancer le logement social et 3 mesures sur l'accession à la propriété que nous concentrons sur les primo-accédants, parce qu'il nous semble que si on veut mettre de l'huile dans les rouages, débloquer la chaîne du logement, booster la primo-accession, ça a des vertus. Un, de satisfaire une aspiration à devenir propriétaire chez un certain nombre de jeunes ménages, et quel que soit l'endroit où on vit, en ruralité, dans les villes moyennes comme dans les métropoles, c'est-à-dire quelque chose où on dézone complètement les aides, où on généralise ce qui a plutôt bien fonctionné dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et aux abords immédiats, c'est-à-dire une TVA réduite dès lors que c'est un primo-accédant et que, bien évidemment, il s'engage à y habiter, à ne pas être un bailleur, mais enfin des choses assez simples comme ça, qui ont plutôt bien fonctionné. L'élargissement du PTZ, le rétablissement de l'APL accession. Enfin bref, on met le paquet sur la primo-accession. Ce sont des gens qui vont libérer des logements locatifs, qui vont pouvoir réaliser un rêve et une aspiration. C'est de nature à relancer la production, c'est aussi de nature à débloquer aussi le turnover dans le parc locatif, qu'il soit privé ou qu'il soit social. Donc ça, de notre point de vue, plusieurs vertus. Alors bien évidemment, on ne fait pas le tour du sujet avec ça, mais il va bien falloir à un moment donné que là, au moins sur les sujets sur lesquels nous sommes d'accord et où nous pouvons avoir des votes majoritaires à l'Assemblée, on essaye un peu d'avancer et qu'on sorte d'une conception, je finis par là, ce que j'ai indiqué au Premier ministre, je lui dis, Monsieur le Premier ministre, vous ne cessez de dire que vous êtes un élu ancien, ancré, que vous aimez écouter les bonnes idées d'où qu'elles viennent, et notamment quand elles viennent du bas. Sur le logement, depuis 2017, nous avons eu à qui pensaient que la loi du marché avait toutes les vertus, qu'il fallait casser l'économie mixte qui prévalait en France dans le domaine du logement, que tout ça était un coût et pour des résultats médiocres, et qu'il fallait tailler dans la dépense publique et dans la fiscalité. Enfin bref, toutes sortes de choses qui ne correspondaient pas à la réalité, qui étaient à rebours de ce que faisaient tous les autres pays européens qui, avant nous, avaient exploré la libéralisation à outrance du secteur et qui s'en mordent les doigts et qui sont obligés de réinvestir dans un peu plus d'équilibre entre l'intervention publique et l'intervention privée. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Espagne. Et même aux États-Unis, si dans le programme de Kamala Harris, en tout cas, il y a une intervention publique puissante aussi. Exactement. J'ai vu d'ailleurs, tu as raison de le dire, j'étais très surpris l'autre jour de découvrir que la proposition qu'on a fait nous le 22 juillet sur les primo-accédants, elle a une proposition absolument quasi similaire dans son programme aux États-Unis, comme quoi, je ne sais pas, je ne vais pas demander des droits d'auteur, parce que ce serait incongru, mais dollar. Voilà. Donc je ne suis pas... Le Conseil national de la refondation sur le logement a cranté et a acté le consensus possible qu'il y avait entre des promoteurs à la Fondation Abbé Pierre, des syndicats de salariés aux syndicats patronaux, enfin bref, du mouvement HLM à la promotion immobilière. Le Conseil national de la refondation sur le logement a acté ça. Le gouvernement a mis ça dans un tiroir, mais enfin, les acteurs sont ensemble et travaillent ensemble et se parlent et construisent des réponses ensemble. Donc, je pense que cette inspiration de la société civile, si chère à Michel Barnier, si on l'écoute bien, se concrétise dans le domaine du logement par des lois majoritaires à l'Assemblée. Deux, trois questions un peu provocatrices. Est-ce qu'il y a matière, tout à l'heure on a entendu, tu n'es pas encore avec nous, Frédéric Falcon dire il faut aussi raison garder, le déficit doit être, la réduction du déficit doit être notre obsession, on sait que ça peut peser sur les taux d'intérêt et nous avons besoin de taux d'intérêt raisonnables, spécialement dans l'immobilier, et donc il ne faut pas rêver, on va pas. Est-ce qu'on peut réduire encore? Est-ce que dans le budget du logement, il y a des choses, là on a parlé de ce qu'il faudrait rajouter, les 6 mesures, elles ont en face un coût immédiat et un rapport.
est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait réduire dans les 37 milliards qui restent, en toute, voilà, sans porter préjudice au secteur, puisqu'on parle là de le soigner, au contraire? Bah, nous, enfin, moi, je n'ai pas de tabou sur le sujet, mais quand vous rabotez 3 milliards ou 4 milliards et que ça fait creuser le déficit de 15, enfin, si on parle budget du pays, si on parle économie, il faut regarder dépenses et recettes. Aujourd'hui, si on continue sur la pente régressive en matière de production de logements, et si on regarde les permis de construire, et ce n'est pas l'arrivée des municipales en 2026 qui vont booster la production et booster la délivrance des permis de construire. Et donc, on a quand même à horizon des 2-3 ans en matière de production de logements, toutes catégories confondues, un horizon qui est quand même assez sombre. Si on continue sur cette pente-là, on va creuser un peu plus le déficit de la nation et on aura aggravé la situation économique du secteur et la situation sociale des personnes. Donc moi, je pense que je pense qu'on a beaucoup gratté sur le secteur HLM, qu'à la limite, la réduction de loyer de solidarité, les 1,5 milliard d'euros, quand on était sur des taux d'intérêt du livret A qui étaient à 0,5, les choses arrivaient à être surmontées et les fonds propres des organismes HLM arrivaient quand même à y faire face, même si j'ai toujours pensé cette mesure absurde et idiote. Mais à partir du moment où vous passez à un taux de rémunération du livret A et donc à des encours de dette du mouvement HLM qui suivent le niveau du livret A, là, ce n'est plus raisonnable de garder une réduction de loyer solidarité qui pèse 1,5 milliard d'euros, plus les taux d'intérêt du livret A. On est en train d'assécher les fonds propres des organismes HLM. Et vous savez comment c'est, j'ai été président d'organisme HLM, entre rénover un bâtiment ou rénover un quartier et construire un immeuble neuf, vous arbitrez là où il y a des locataires qui vous demandent pressamment un service supplémentaire. Donc, voilà. Donc, bon, moi, je pense que dans le domaine du logement, il faut surtout avoir des dépenses bien affectées, bien ciblées, et qui sera source de rémunération en recettes. De croissance. Et de croissance, absolument. Une question sur la fiscalité. Ça a été abordé très clairement par ton collègue du Rassemblement national, qui dit, ligne jaune, on n'augmente pas la fiscalité sur l'immobilier, on parle d'immobilier et de logement aujourd'hui, et donc premier effort des parlementaires, veiller à ce que ce ne soit pas le cas. Est-ce que c'est aussi ton regard? Est-ce que tu te dis, nous courons le risque non seulement de la réduction du budget, on vient d'en parler, il faut se battre, mais même d'une surfiscalisation des propriétaires bailleurs, des investisseurs, des propriétaires tout court. Ton regard sur la fiscalité, le risque? Non, mais enfin, moi j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer dans un débat qu'on avait eu ensemble au Congrès ou à l'Assemblée de la FNAIM. À partir du moment où le dispositif de défiscalisation Pinel a été supprimé, moi je pense qu'il faut stabiliser le secteur par un statut du bailleur privé, un statut du propriétaire privé. De droit commun. Comment? Qui ne soit pas une niche, de droit commun. Oui, de droit commun, qui reconnaissent et qui garantissent une rémunération, qui garantissent une stabilité fiscale. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Mais j'imagine qu'on parle de cette immense majorité de bailleurs qui ont quelques appartements pour leur retraite. Bon, et après, bien évidemment, s'il s'agit de la fiscalité. Je n'ai pas parlé des plus hauts revenus, je n'ai pas parlé de ces questions-là. Voilà, parce que l'autre sujet qu'on a évoqué avec le Premier ministre, c'est quand même aussi, il a l'air d'y être sensible et de vouloir prendre des mesures dans la prochaine loi de finances, c'est aussi d'essayer que dans notre pays, on avance un peu dans le domaine de la justice fiscale.
Une question que je vais poser à tes deux collègues, parce qu'il y a des questions du chat. Le chat, c'est moi qui reçois les questions et j'en enrichis mes propres questions vers vous. Répartition des pouvoirs. Là, on parle du budget national. Et puis, il y a les collectivités locales qui elles-mêmes ont été conduites à augmenter la fiscalité locale. Tout à l'heure, le professeur de Guéquer était sévère sur la suppression de la taxe d'habitation. Raison. Le rapport entre l'État et les maires ou les agglomérations. Est-ce qu'aujourd'hui, une priorité du prochain ministre du Logement, il va en avoir un, on est content, ne sera pas d'apaiser les relations aussi avec les maires qui me semblent extrêmement tendues depuis 7 ans? Bah, oui, parce que bon, voilà, je ne sais pas ce qu'a dit le professeur sur la taxe d'habitation, mais enfin, moi, j'ai aussi un regard très sévère. En fait, j'ai un regard sévère sur tout ce qui ampute l'autonomie fiscale des collectivités. Vous ne pouvez pas appeler à la responsabilité des maires ou des présidents d'établissements publics ou de départements, vous ne pouvez pas les appeler sans cesse à la responsabilité et leur enlever tous les moyens d'une autonomie de gestion. Donc là, il y a un paradoxe complet. Si vous êtes uniquement dépendant des contributions ou des compensations que vous verse l'État, vous êtes finalement un administrateur d'un territoire, mais pas un élu local qui prend des options, qui va devant ses électeurs, qui propose des orientations, construire, pas construire, etc., etc. Densifier, pas densifier. Enfin, tout ça, ce sont des choix politiques. Et donc, si on veut repolitiser la question de l'aménagement du territoire, de l'urbanisation de nos villes, des choix en matière de peuplement et de logement, il faut aussi que les maires, qui sont en première ligne, aient les capacités de l'autonomie fiscale qui n'ont plus aujourd'hui, à part la taxe foncière. Mais la taxe foncière avec toutes les limites que l'on peut avoir. Donc moi, je suis pour pacifier. Alors, le Premier ministre nous a dit qu'il y aurait un ministère dédié aux relations avec les collectivités territoriales, de la même manière qu'il y aura aussi un ministère à la ruralité. Donc, je crois que compte tenu de son histoire et de sa culture, il prend la mesure il aura sans doute une attention dans le dialogue avec les collectivités qui sera plus forte que ceux qui n'avaient jamais posé leur derrière dans une mairie. Qui n'avaient jamais lu un PLU. Stéphane, encore une chose, avant de revenir vers Lionel et Frédéric, la question de la transition environnementale. Alors là, moi, je vois, effectivement, non pas parce que je m'évertue à avoir des différences, mais c'est un grand sujet. Je vois des différences dans le discours a priori. Le RN nous a dit qu'il faut revenir en arrière. Frédéric Falcon disait s'il faut déchirer une copie climat résilience, on le fera. Pour dire après des propos que moi je lis comme des volontés d'assouplissement et de pragmatisme. Et c'était aussi les propos de Lionel Causse, dont la majorité a écrit très largement climat résilience. Le regard du bloc de gauche sur ces obligations environnementales. Est-ce qu'il faut calmer le jeu pour être plus réaliste? Est-ce qu'il faut revoir le calendrier, revoir des obligations? Est-ce qu'il faut faire l'inverse? Bon, moi je pense que sur climat résilience, je vais faire joker. Tu as le droit, vous avez besoin de joker, tu l'as utilisé, c'est bon. Voilà. Ouais, non, mais parce que bon, j'ai pas de problème pour parler en mon nom comme ça, mais enfin, bon, j'ai aussi des collègues, donc Bien sûr. Non, moi, je pense que là où on n'est pas du tout au niveau, et à la fois en moyens, en ingénierie, en capacité à faire, en décentralisation, c'est sur toutes les questions de rénovation des bâtiments et de rénovation énergétique. Donc à chaque fois, on se fixe des normes. Par exemple, on ne va pas pouvoir louer les logements classés F, et puis finalement, après, on retarde un petit peu. Et puis, j'ai un collègue qui est adjoint au logement à Paris, il me dit « Oh là là, mais c'est une catastrophe. Si on ne retarde pas l'échéance, on va sortir du marché locatif des milliers de logements et ça va accroître les difficultés et la crise. » Et à côté de ça, on est incapable de dire concrètement à un propriétaire pas trop averti ou pas trop, comment on peut l'aider et l'accompagner pour essayer de… Donc, on a mis la charrue un peu avant les bœufs. Donc, il faut
mettre le paquet sur la transition énergétique. Il faut absolument faire cette rénovation, mais il faut aider, il faut accompagner. Il ne faut pas considérer qu'a priori, on aurait des propriétaires qui ne voudraient pas faire ce qui doit être fait pour améliorer la performance de leur appartement ou de leur immeuble. Mais voilà, donc moi je pense, c'est toujours l'histoire de l'écologie punitive ou pas, moi je pense qu'il faut être beaucoup plus accompagnant, beaucoup plus aidant, qu'on n'ait rien à se reprocher en matière d'aide et financière et d'ingénierie. Et puis, une fois que tout est fait pour que chacun puisse mener à bien ses travaux, ben, s'il faut sanctionner, on sanctionnera. Mais prenons-le dans ce sens-là et c'est pas possible qu'il y ait des milliers de logements de catégorie F à Paris qui ne soient pas rénovés, qui n'ont pas fait l'objet de rénovation, par le seul fait qu'il y aura des propriétaires, je m'en foutiste. Ce n'est pas vrai. C'est toujours le même problème. Les brebis galeuses sont toujours, dans toutes les sociétés, dans tous les secteurs de la société, sont toujours marginaux. Donc, quand le problème est massif, c'est qu'il y a un autre sujet que la mauvaise volonté des uns ou des autres. Et je retiens que tu parles de budget, c'était le sujet du jour, mais aussi d'accompagnement. Il peut s'agir d'autre chose que de donner de l'argent, de mieux conseiller les propriétaires. Bien sûr, mais tout le monde a dû vous expliquer un jour le truc kafkaïen qui consiste à essayer de... Voilà, moi j'ai encore été voir quelqu'un pour un barbecue amical dans un pavillon. Il a tout fait comme c'était marqué sur le site. Et puis quand il a été voir un ouvrier de chez Dassault de Bourget, donc pas un mec, et avec son salaire d'ouvrier et sa femme d'aide-soignante, il est arrivé, il a le droit à rien. Parce qu'à 200 € près, il était au-dessus des plafonds. Donc le gars, il a fait tous les devis, il a fait tout, et puis il se retrouve avec un emprunt supplémentaire à rembourser. Bon, voilà, donc tout ça, alors qu'il était persuadé d'être aidé. Bon. Merci beaucoup, Lionel. J'aurais la même question pour Frédéric Falcon. Rapport État, maire, collectivité. Là c'est à la fois une question budgétaire. On a parlé d'autonomie fiscale des collectivités, des communes singulièrement, ou des agglomérations. Lionel, le regard là-dessus. Il avait été annoncé, alors je remonte à Elisabeth Borne, à un ministre du logement précédent, Patrice Vergrit, une loi qui aurait fait évoluer le rôle des collectivités et de l'État sur le logement. Ton regard là-dessus, tu as été maire, tu restes très proche des maires. Est-ce qu'effectivement il y a des tensions qu'il faut alléger et faire en sorte que les maires délivrent les permis de construire et aient envie soit libérés par rapport au logement? Il faut toujours alléger les tensions. Plus sérieusement, lorsque j'ai été élu en 2017, je sortais d'un mandat de maire. C'est vrai que je suis arrivé à l'Assemblée nationale en disant les maires, il faut les laisser, il faut les accompagner. Enfin, j'étais vraiment un très très grand défenseur des maires. Je reconnais qu'aujourd'hui, en 2024, je suis un petit peu plus modéré parce que je pense que, bien sûr, qu'il faut aider, qu'il faut accompagner les maires et leur donner les marges de manœuvre, mais il faut aussi derrière qu'on ait des exigences, qu'on sache où vont les territoires. Parce que quand on regarde un petit peu plus haut, on se rend compte qu'il y a des territoires qui avancent très bien, sur lesquels il y a un véritable travail qui est mené, en particulier sur le logement, sur tous les sujets d'aménagement des territoires, et d'autres qui sont beaucoup plus en retard. Donc, il faut aussi, quelque part, lorsqu'on accompagne, que derrière, on puisse partager les objectifs que l'on veut atteindre. Les lois de décentralisation de 1980, mon point de vue, c'est que ça n'a pas été un découpage des compétences. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Et c'est un peu trop vu comme ça entre l'État d'ailleurs et les collectivités. Je pense que c'est au contraire le fait de pouvoir donner à des territoires la possibilité d'adapter des compétences qui sont nationales que l'État leur a octroyées pour justement répondre localement aux besoins qu'ils peuvent avoir, parce que chaque territoire, chaque commune peut avoir effectivement des problématiques différentes et des choses à mener qui sont différentes. Donc, voilà, donc je crois qu'il faut qu'on redonne un peu plus de coopération entre les maires, les élus locaux et l'État, qu'on sorte effectivement de cette opposition, voire aujourd'hui de cette situation un petit peu bloquée. Alors, elle n'est pas toujours bloquée par tout le monde. Je crois qu'il y a aussi un petit peu un jeu de la part des associations d'élus locaux, de la part du gouvernement, de la part de tout le monde. Voilà, donc les réponses, on doit les apporter ensemble.
l'État est là, l'État accompagne les collectivités ont besoin de l'État, et je pense qu'il y a des compétences croisées. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des cofinancements sur ça, on voit très bien que ça fonctionne très très bien. Moi, je vois de très très belles choses sur des territoires avec des services de l'État qui sont là, qui accompagnent aussi les maires. Et on a besoin de ça, voilà. Donc, essayons je dirais, de voir aussi ce qui fonctionne bien, ce qui est plutôt positif, mais pas opposer tout le monde à des torts et tout le monde, voilà, dans cette histoire-là, je pense qu'il faut plutôt qu'on essaie de redynamiser, de faire ça tout le monde. Je précise pour ceux qui avaient la chance d'y être qu'aux entretiens d'ISA au CETA, les entretiens annuels du logement, on a pu voir que cette coopération entre les niveaux de collectivité et l'État pouvait fonctionner sur un territoire où il y a beaucoup de tensions. Frédéric Falcon, deux choses, même regard sur la relation entre État et maire. Vous avez parlé de décentralisation et donc je pense que ce sont des choses qui font écho. Et deuxièmement, est-ce que dans les propos de Stéphane Peu, puisqu'il nous a rejoint, avec un programme, une proposition de loi, donc c'est très, très concret, 6 mesures qui ont été extraites d'un travail d'analyse dans lequel il y en avait beaucoup plus, donc des priorités budgétaires, est-ce que le RN se reconnaît, alors à ma connaissance, le RN n'a pas co-signé. On n'a rien reçu, on n'a pas été alors, voilà, tant mieux. associé à cette démarche. Si la proposition de loi était arrivée sur le bureau du député Falcon, est-ce que... Il faut que je la lise parce que je ne l'ai pas lu et comme bien souvent, vous savez, la situation est, on a deux blocs qui, sur le papier, d'un point de vue programmatique, ne s'entendent pas, mais arrivent à s'entendre malgré tout pour, on va dire, nous corneriser. Ça, c'est la politique, mais j'ai même pas envie de rentrer là-dedans et jouer les pleureurs ce soir. C'est comme ça, c'est la politique. Les Français ne supportent pas ça. Ils assistent à ce spectacle absolument désolant de barrage, enfin appelons ça comme on veut, qui bloque finalement le travail législatif et qui empêche les choses d'avancer dans leur intérêt. Voilà. Donc nous, on prend le contre-pied de tout ça, malgré tout, même si on n'a pas été associé à cette proposition de loi, on ne l'a pas lu, je la dirai peut-être le moment venu si elle arrive à l'Assemblée, si elle arrive en séance. Oui, on soutiendra. On n'est pas des gens sectaires, mais vous savez, bon, en face de nous, on a un système qui est fébrile et qui serait dit. Mais bon, c'est peut-être pas le débat ici, c'est un débat qui est plus politique, plus Non, général. mais je crois que vraiment la réponse est très très claire et moi je vous en remercie tous d'ailleurs. Vous n'éludez pas les questions. Une proposition de loi dont la lecture. Non, je précise, ça vient des états-majors, ça vient pas forcément des collègues individuellement. Individuellement, on se parle, on peut avoir des échanges avec le MoDem, avec d'autres groupes, même dans la gauche, mais après, vous avez des états-majors politiques dans l'ex-majorité ou dans aujourd'hui le nouveau Front populaire qui prennent ces décisions en dépit voilà, des discussions qu'on peut avoir entre collègues, tout simplement. J'ai écouté attentivement mes collègues, Monsieur Peu, je l'ai déjà écouté plusieurs fois, soit en commission, soit en séance. Bon, on sent l'expérience et on sent le bon sens, tout simplement. Voilà. Mais la politique est ce qu'elle est, et malheureusement, aujourd'hui, en France, il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de possibilité forcément de travailler avec tout le monde. C'est comme ça, je le regrette, mais peut-être que ça évoluera un jour ou l'autre. Ce soir, moi je trouve que modestement, vous contribuez, on contribue à donner une autre image, voilà, qui n'est pas une image d'appareil qui ne voudrait pas parler, vous, tous les trois, vous dialoguez. Je pense que les trois parlementaires que nous sommes ce soir sont habités, sont passionnés, sont habités par cette question-là. Le logement, l'immobilier, voilà, on travaille chacun dans notre coin depuis des années là-dessus. Après, on a des étiquettes politiques, on a des familles politiques envers lesquelles on doit rendre des comptes et au-delà de ça, voilà, on a cette passion commune de faire avancer les choses. On a des divergences, c'est sûr, mais c'est ça qui se ressent aujourd'hui, à mon avis. Sur la question des maires, sur la question des collectivités. Alors, sur les maires, moi, je suis un jeune parlementaire, enfin, je suis élu depuis un peu plus de 2 ans. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est une forme de vassalisation des maires. Aujourd'hui, les maires, ils doivent faire la cour au département, ils doivent faire la cour à l'État, à la région, à l'Europe, pour financer des projets, une école ou que sais-je. Voilà, il y a 4, 5, 6 cofinanceurs et ça devient complètement dingue. Et nous, alors là aussi, je vais peut-être surprendre, je vais peut-être pas faire l'unanimité ce soir, mais on pense que cette crise qu'on connaît aujourd'hui, cette crise budgétaire, finalement, cette crise des finances publiques, c'est peut-être l'opportunité aussi de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et je reprends l'expression que j'avais employée pour les normes, d'y aller un peu à la hache dans ce millefeuille administratif. Nous, clairement, enfin, on voudrait recentrer les compétences sur la commune, qui redeviendra centrale, le département également,
et les régions, voire supprimer les régions. On est prêt à supprimer les régions, cet échelon régional, pour transférer une partie des compétences aux communes ou aux départements. Ça n'empêchera pas les collectivités entre elles, entre départements, d'avoir des partenariats ou d'avancer. Mais on pense que cet échelon régional, comme chez moi en Occitanie, hein, c'est devenu une espèce de duché, c'est devenu une espèce d'énorme machine qui va vous êtes occitan, je crois, vous êtes de Toulouse, qui va de... Non, Toulouse, c'est le nord. Je suis basque, M. Dupuis, donc Toulouse, c'est un peu le nord. Excusez-moi, de Sainte-Marie-de-la-Mer jusqu'à Lourdes, et vous avez une énorme machine administrative qui saupoudre de l'argent, qui est incapable de gérer un territoire qui est grand comme un pays, et on est au bout d'un modèle. Donc nous, on pense que on peut simplifier tout ça, pourquoi pas supprimer un échelon, et réduire aussi également de revoir un petit peu l'organisation euh, communautés de communes, voilà, ces métropoles qui sont un petit peu toutes puissantes et qui facilisent aussi les maires. Moi, j'ai des maires, des petits maires de 1000 habitants dans le Grand Narbonne qui sont complètement sous la tutelle, tout simplement, du Grand Narbonne. Voilà, donc, et je crois qu'on a des exemples partout. Et c'est pas le rôle d'un maire aujourd'hui. Le rôle d'un maire, il est là pour gérer sa commune. C'est pas un courtisan qui est là pour, C'est très clair. à coup d'artifice ou à coup de bonne entente avec tel ou tel réseau d'élus, qui arrive à tirer des subventions pour sa commune. Ça nous semble être une vraie dérive. Un grand Je merci. réponds exactement à votre question. Il n'y a pas de lien direct avec l'immobilier C'est très ou clair. le logement, si ce n'est qu'effectivement, il y a le sujet d'instruction des permis de construire et le fait qu'un certain nombre de maires font aussi face à une population qui est de plus en plus réticente à voir émerger des projets. On est dans une société qui ne supporte plus les nuisances. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'un maire, entre toutes les contraintes réglementaires qu'on a vues ensemble, le ZAN, entre autres, plus les levées de boucliers des riverains qui voudront pas voir un projet arriver à côté de chez eux, bah, ils sont tentés de plus bouger, quoi. S'ils avaient l'État derrière qui les encourage et qui les soutient, peut-être qu'il en serait différemment. Il serait décomplexé. Grand merci. Alors, comme l'heure a tourné, je voudrais revenir vers Édouard de Kecker pour qu'il réagisse très librement. Je n'ai pas fait appel avant, je voulais vraiment que les trois élus puissent dire le plus de choses possible, mais une réaction sur ce qui a été dit, des mesures ont été proposées, des méthodes, il y a des postures, hein. Moi je les trouve ouvertes, mais est-ce que c'est aussi ton regard? Et puis ensuite, on demandera à Benjamin de clôturer, comme il avait ouvert ce cercle. Et alors déjà, merci, parce que c'était évidemment c'était passionnant bon, voilà, je pense que c'est très sain d'avoir ce type de discussion. C'est très dur de réagir. Il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais réagir et je peux pas. Quelques éléments de réaction. Évidemment, de redire que d'abord, le logement, c'est pas un coût, mais c'est effectivement un investissement. Et donc là, je pense que sur ce sujet, hein, Il y a un accord. il va y avoir un risque, bien sûr. Bien sûr. Et moi, j'avais dans mes calculs à moi, j'avais calculé que les coûts des dernières années, j'étais entre 10 et 15 milliards, mais j'avais fait ça un peu côté aussi. Donc voilà. Euh, et que, alors, il y a effectivement, tu disais, il y a un risque aussi que on puisse pas se permettre, notamment les marchés financiers, etc. Mais moi, en tout cas, c'est pas moi, professeur en école de commerce, qui vais dire qu'il n'y a pas de sujet autour de la dette publique et d'économie à faire sur sans doute des choses. C'est un autre débat. Sur ce sujet, spécifiquement, je pense qu'on est pris dans un piège qui est lié au fait qu'on est dans un dogme comptable au lieu d'être dans un raisonnement économique, social en l'occurrence, hein, qui est celui d'un investissement. Donc ça, je pense le redire. Et je Voire de pense décroissance. Hein. Je rappelle qu'on a entendu qu'on n'avait plus besoin de construire beaucoup. Ça a été dit à la direction oui, du non, mais ça, Trésor. c'est une manière. Mais je sais bien, je sais bien à quoi tu fais référence. On a vu, et ça va être une tentation, aussi des notes à la méthodologie très douteuse venues de la direction du Trésor expliquant qu'il n'y avait pas besoin à l'avenir de construire, Absolument. 200 000 logements, ce qui est un moyen de faire prétendue nécessité vertu. Hein, donc, ça tombe bien, il n'y a plus d'argent, on n'a plus envie de mettre de l'argent, mais ça tombe bien, il n'y a plus besoin. D'ailleurs, j'attire l'attention sur le fait qu'on va être tenté aussi, avec un discours lié à l'empreinte environnementale de la construction, de dire il faut plus construire. Il faut plus construire parce qu'effectivement, il y a une empreinte carbone. Donc, on va devoir naviguer sur des lignes de crête subtiles et complexes entre des questions économiques, sociales et environnementales. Et donc gardons-nous bien de binarisme sur ces questions. On se trompera toujours un coup de binarisme. Et d'ailleurs, sur les questions réglementaires, moi, je partage, ça a été dit, hein, le fait qu'il y a énormément de choses à faire en termes structurels, de simplification de l'acte de construire aussi, qu'on a cessé de complexifier. Mais je pense qu'il ne faut pas réduire la question des normes et de l'inflation normative aux contraintes environnementales. Le sujet est beaucoup plus profond. Hein, je pense qu'il y a sans doute des questions autour de certaines réglementations
Moi, ça n'a pas environnementales. été réduit à ça. C'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur ces normes-là, mais dans les propos, par exemple, de Frédéric Falcon, on va au-delà. Mais c'était vrai de Lionel Cos aussi. Bien sûr, non, mais là, pour le coup, c'était vraiment une réaction générale, parce qu'on va également être tenté, de revenir sur un certain nombre de politiques contraignantes à l'avenir de long terme, et qui, pour certaines, en tout cas pour ma part, je pense nécessaires malgré tout. Je pense au zéro artificialisation nette, qui a sans doute ses imperfections, etc. Mais enfin, il faut aussi mesurer le coût qu'on paye à l'émiettement lié aux politiques, à notre morcellement communal et notre extrême décentralisation des permis de construire, qui a abouti à un émiettement communal, un émiettement, pardon, de la périurbanisation qui nous coûte très cher en économie de réseau, qui nous pose tout un ensemble de problèmes. Alors, c'est peut-être pas parfait de procéder comme ça, mais revenir purement et simplement sur toutes ces politiques, je pense qu'il y a un travail plus fin à faire, et qui n'empêche pas d'ailleurs effectivement des actions de simplification des normes de l'acte de construire. Là, il y a un vrai chantier et je pense qu'il est effectivement transpartisan. Dernier point, j'en reste là, mais c'était la discussion. Je pense, moi, j'ai beaucoup insisté sur effectivement le dogme et les arbitrages gouvernementaux des dernières années que je trouve mortifères sur ce sujet. Il va falloir qu'à travers ce sujet, on s'interroge quand même sur de quoi est-ce qu'on veut comme système d'organisation de l'action publique sur les territoires. Je veux dire, est-ce qu'on est un système décentralisé? Et auquel cas, on décentralise des compétences. Ça fait 15 ans qu'on détricote la fiscalité locale. Et donc, on est dans une injonction contradictoire qui est devenue déresponsabilisante. Le fait qu'on n'ait plus de fiscalité économique, plus de fiscalité ménage, c'est complètement désincitatif. Et il va falloir qu'on traite cette question du rapport entre les communes et les intercommunalités. J'ai dit, on a un morcellement communal qui est unique en Europe. Nos voisins ont fait de la fusion de communes. Je n'ouvre pas forcément le débat, hein. Nous, on a fait de l'intercommunalité par-dessus. On a renforcé, pour le coup, sous le quinquennat de François Hollande, mais on ne leur a pas donné la légitimité du suffrage universel direct. Autrement dit, on se retrouve dans une situation où il y a une décorrélation entre les échelons de la démocratie représentative et les échelons techniques et économiques de la décision. C'est clair. Éloigne le citoyen de la décision. Ça, il va falloir qu'on traite cette question, hein, elle est plus large que le logement, mais enfin, elle est liée. De quel système voulons-nous centraliser, décentraliser, et qu'on mette en cohérence la fiscalité, le mode de scrutin, et les gens, qu'on soit cohérent, qu'on choisisse. Et je me permets d'en rajouter une question. Ne faut-il pas réinstaurer le cumul des mandats et la possibilité pour un député d'être maire, en tout cas pour des villes d'une certaine importance? Voilà, bon, ça rejoint tout ça. Ce soir, en tout cas, je voudrais remercier, avant de donner la parole à Benjamin, les trois députés qui étaient avec nous. D'abord, les trois sont habités, je reprends le mot de Frédéric Falcon, par la question du logement. Vous l'avez vu, ils l'ont démontré. Leur compétence est une chose, mais leur engagement, leur volonté d'une belle politique du logement puissante, elle est là. Les trois sont des spécialistes, auteurs de rapports, de propositions de loi. Je n'ai pas dit de Frédéric Falcon qu'il était rapporteur spécial du budget du logement. C'est un mandat très, très important. Voilà, donc merci pour votre franchise. Moi, j'ai vu de mon balcon beaucoup de points de contact, pas seulement parce que j'en avais envie, je trouve qu'il y en a, beaucoup de courtoisie et de hauteur dans ce débat. Je voudrais en remercier Stéphane Peu, qui nous a rejoint malgré ses contraintes, député de Seine-Saint-Denis, remercier Lionel Cos, député des Landes, ancien président du Conseil national de l'habitat, et Frédéric Falcon, député de l'Aude, qui a été un professionnel de l'immobilier. Voilà, je le dis parce que je trouve que c'est une qualité quand même. Merci beaucoup, messieurs, et je passe la parole à Benjamin qui précisera aussi la date de notre prochain cercle d'ici un mois, en gros. Et merci Édouard de Keker, bien sûr, qui était face à moi. Merci Henri. Excuse-moi, j'ai été quelque peu déconnecté en fait. Oui, je voudrais évidemment remercier nos députés. Je crois que les débats sont effectivement ouverts et le seront de plus en plus, mais au moins on peut se féliciter qu'il y ait un débat. Et on espère vivement qu'on va pouvoir avancer et avancer assez vite pour nos domaines, parce que si on n'a pas le droit de parler de crise, parce que c'est un mot qui ne doit pas ou qui ne devrait pas être employé, il y a beaucoup de professionnels qui sont extrêmement inquiets, qui se sont prononcés dans le chat
et qu'il espère avoir des solutions rapidement. On vous transmettra très prochainement la prochaine date du cercle parce que je ne l'ai pas devant moi. Allez, Voilà. je vais vous la donner, hein. Voilà, donne-la nous, Henri, s'il te plaît. La prochaine sera le 15 octobre. Voilà. Et le sujet, eh bien, vous le connaîtrez très prochainement lorsqu'on aura identifié celui qui nous paraît le plus opportun. Merci encore et merci aux quelques 600 participants. Je pense que l'Agora a été très, très bien occupée ce soir par des professionnels, mais pas seulement. On a avec nous des journalistes, des décideurs publics, des élus. Grand merci de votre fidélité et à très bientôt. Et l'apéritif, chacun chez soi, hein, comme je le dis volontiers, c'est les limites de la visio.